les bienvenus sur les antennes d'Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, avec 10-12 le Zénith à l'instant qui démarre chez vous. Installez-vous confortablement. Pendant 2 heures de temps d'antenne encore, on aura l'occasion de surfer sur les sujets qui gravitent autour du Cameroun avec une intention réelle, vous permettre de mieux les comprendre, mais surtout de mieux les analyser avec un langage tout à fait simple, étant donné que vous êtes très nombreux, bien évidemment, tous les jours à nous regarder dans vos maisons. Nous en profitons pour saluer toutes les ménagères. Nous saluons bien évidemment ceux qui nous regardent ce matin dans les bureaux et nous saluons, oui, celles qui se sont rassemblées à quelques carrefours quand même pour pouvoir nous écouter religieusement. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous retrouver. La grande équipe est au complet ce matin. Avec elle encore, nous aurons l'occasion de nous pencher sur quelques réalités contextuelles au Cameroun. Et nous nous posions encore une question. Finalement, qui est-ce qui maintient Maurice Kamto en détention provisoire? Va-t-on parler de détention provisoire ou encore qui est-ce qui maintient le professeur Maurice Kamto aujourd'hui chez lui? Pourquoi est-ce que le leader de l'opposition camerounaise n'est toujours pas notifié? D'aucuns pensent aujourd'hui que la France tient Maurice Kamto à résidence surveillée et que ceux qui sont aujourd'hui dans le gouvernement tentent tant bien que mal d'imposer les vœux de la France au Cameroun. Vérité ou pas, info ou intox, dira-t-on en même temps? Qu'est-ce qui se passe véritablement dans ce sujet qui commence à faire parler plein de Camerounais aujourd'hui et qui semblerait justement toucher quelques-uns qui se prépareraient encore à descendre dans les rues dans les jours à venir. Finalement, la marche de Marois sera-t-elle maintenue ou pas après l'interdiction du sous-préfet de la localité, effectivement, là-bas? Pourquoi interdire une marche alors que les Camerounais ne demandent qu'à avoir simplement les meilleures conditions de vie? Comment penser que dans l'extrême nord du Cameroun aujourd'hui, qu'il n'y ait pas d'électricité, qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas de route, qu'il n'y ait pas de soins de santé nécessaires pour ces populations et que beaucoup estiment qu'en faisant une marche pacifique, ils auront certainement une solution à leurs revendications et que celles-ci soient interdites? Qu'est-ce qui peut bien justifier cela? Et on terminera en nous posant une question. D'ailleurs, ça tourne sur les réseaux sociaux depuis pratiquement 24 heures. Finalement, est-ce que Albin Zongan a été répertorié? Oui, dans sa cachette peut-être encore, parce qu'en réalité, Elimbi Lobé, qui a été pendant quelques jours couché dans un hôpital, dit reconnaître à travers une publication qui fait le tour de la toile aujourd'hui où se situerait Albin Zongan, parce que le contact téléphonique avec lequel il l'a joint, ce dernier, pour apporter sa contribution vis-à-vis de Limbi Lobé qui a été agressé en fin de semaine dernière et interné dans un hôpital à Douala pour que ses soins soient faits. Celui-ci aurait pensé au final trahir son ancien camarade, mais surtout l'homme politique. La vérité se situe où aujourd'hui? On en parlera certainement pendant l'émission ce matin. Bienvenue à tous, bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Allons déjà dire bonjour à Charles-Amène Bathiou qui est avec nous comme tous les matins. Bonjour à vous, monsieur Bathiou. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Comme hier, ce matin, nous restons dans la charte de l'impérialisme, notamment sur les droits fondamentaux. Article numéro 14, il est dit « On ne parle pas de génocide, de massacre, ni des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre des victimes est très important, on ne parle pas. » Article 14 de la charte de l'impérialisme, droits fondamentaux. Allez encore y apposer, juste à poser à la sortie d'Emmanuel Macron pour comprendre dans quel environnement on évolue au Cameroun. Et non seulement vous le dites au Cameroun, le Cameroun n'est pas le seul pays qui vivrait sous le joug de l'impérialisme, on va dire occidental aujourd'hui. Est-ce que les Africains ont compris ce que vous avez dit, Charles-Amène Bathiou? Je voudrais que les Africains qui nous regardent à travers le continent tendent bien l'oreille et entendent justement cet article que vous nous ramenez ce matin. Article 14 de la charte de l'impérialisme. Droits fondamentaux. Oui. C'est important. Ils vont même plus loin en disant, à l'article 13, les pays du tiers-monde n'ont ni culture, ni civilisation, ni historien, s'il ne se réfère à la civilisation occidentale. Vous comprenez pourquoi ce qu'on appelle nos universitaires vous parlent de Spinoza, nous parlent de Hegel, nous convoquent dans leur récit, M. Michel Ngachou, la civilisation occidentale comme étant un modèle très loin des nôtres.
Ça peut également nous permettre de comprendre les propos d'un ex-président français, pour ne pas le nommer, Nicolas Sarkozy, de passage à Dakar, qui avait fait une sortie tonitruante, dit-il, l'Afrique n'est pas assez ancrée dans l'histoire. Et des propos qui ont choqué les historiens africains, effectivement, des propos qui ont choqué les historiens africains qui estiment que l'Afrique a une histoire. Malheureusement, c'est une charte que les Africains devraient avoir aujourd'hui entre les mains pour comprendre quel est le regard que portent sur chaque pays africain les Occidentaux. Merci à vous, M. Mbachou. Mbombo Bengan Kandji, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Deux choses ce matin. Première, merci, Salamel, et à vous-même. Il faut comprendre ces choses. Je pense que vous direz aux générations futures, parce que nous sommes partants, en disant que quand on leur dit l'occidentalisation vous tue, vous dit, ah, je veux faire vos choses là-bas. Merci de vous avoir et de revenir sur ces chartes-là, sur ces articles-là, parce que c'est l'actualité. Et pourquoi Nicolas Sarkozy parle assez fort? Parce que lorsque l'occidentalisation commence à gagner le monde en 1492, il y a 5 empires. Et lui, il appartient bien à l'empire australo-hongrois. C'est hongrois, hein, c'est Nagui parle de Bosca. Donc, il y avait cet empire australo-hongrois, il y avait l'empire allemand, français, l'empire que vous pouvez appeler russe, oui, russe, parce que l'URSS après, voilà. Oui. Empire allemand, la France, l'Angleterre. Donc c'était les 5 russes, australo-hongrois, l'allemand, la France et l'Angleterre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il peut parler fort aujourd'hui. Mais c'était la première chose, parce qu'il fallait, comme l'a dit Chalamel, montrer que nous n'avons pas d'histoire, parce que nous étions en avance sur eux. C'est pour cette raison. Deuxième chose, qu'ils ont systématiquement coupé les têtes de tous les leaders. Mais deuxième chose, maintenant, puisque nous en sommes, je viens au 3e considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour aller à votre suite. On est toujours dans la mondialisation. Voilà, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Donc, on interdit les marches. D'accord, l'autorité administrative peut bien interdire les marches pour risque de trouble à l'ordre public, mais que fera-t-on lorsque les populations vont s'élever contre ce qu'elles considèrent comme la tyrannie et l'oppression? Ça, les droits de l'homme l'encadrent cela. Vous pouvez vous lever contre l'oppression et la tyrannie. Merci infiniment, bon Bengan Kandji. Nous promettons aux Africains qui nous regardent ce matin que certainement dans les jours à venir, nous reviendrons sur un certain nombre de déclarations, y compris la sortie de Léopold II de la Belgique concernant l'esclavage. Vous comprendrez en réalité que nous sommes dans l'entourloupe, et si jamais les Africains ne se réveillent pas, ce sera très compliqué pour les générations à venir. Et il est important d'identifier l'ennemi, puisqu'on parle ce matin d'une charte de l'impérialisme. Madame, Messieurs, prenons conscience de l'avenir. Karine Santia, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux Africains qui regardent cette émission. Sachez que très bientôt vous serez voisins, très voisins même des Libanais, parce que ils sont en train de déserter leur propre pays dû à la crise économique qui s'abat dans cet état-là depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, ça va faire 55% de la réduction de leur monnaie. La monnaie a chuté de 55% au Liban, et la plupart d'entre eux sont en train de regagner les pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria et même le Sénégal, et peut-être pourquoi pas le Cameroun. C'est vrai qu'on n'a pas le nombre exact du flux qui se déplace tous les jours, mais il faut dire que c'est important. Le Liban serait en train de se vider de sa population, des immigrés, certainement en direction de l'Afrique aujourd'hui. Les Africains très hospitaliers ouvriront-ils encore les frontières, effectivement, aux Libanais, conscients des réalités qu'ont vécues certaines Africaines, bien sûr, au Liban, et qui les vivent encore aujourd'hui? Quelle appréciation en faites-vous, mesdames et messieurs? Attendons de voir ce que ça donnera dans les jours à venir. On va également rappeler qu'aujourd'hui, au Cameroun, le budget
de 2021 vient d'être retenu à l'Assemblée nationale camerounaise. On parle de 4 865 milliards de francs CFA avec 232,5 milliards en plus comparativement au budget de l'année écoulée. Alors, comment expliquer qu'on en soit à la hausse alors qu'on parle aujourd'hui du train de l'État qui devrait être réduit? Quel regard vous y jetez, vous en tant que Camerounais? On l'a entendu hier encore du ministre, Premier ministre, chef du gouvernement, qui est revenu justifier ce budget salé pour l'année 2021. Bonjour à vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Hier, dans la ville de Boya, près de 100 personnes sont descendues dans la rue pour réclamer le retour de l'électricité. For over 2 months, they don't have light. Les parents là-bas se plaignent de ce que les enfants qui vont à l'école sont las déjà d'étudier avec des bougies, des torches et des lampes. Il y en a marre. Et je crois que les populations dans la région du Nord sont dans ce même état d'esprit. Ils en ont ras la casquette du manque d'eau, du manque de soins et de vivre. Ils ont envie de vivre. Tout simplement. C'est les réalités en même temps, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous rester présents et fidèles. Laissez-nous vos commentaires, vos appréciations, vos réactions sur les pages Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live. Allez rapidement vous y abonner. Ou encore, laissez-nous vos commentaires sur la page 10-12 le Zénith. Nous sommes sur Facebook. Vous avez un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Voilà, vous pourrez effectivement nous laisser un message à la suite des sujets qui seront évoqués sur ce plateau ce matin. Commençons avec l'histoire de ce jour, Dominique Audrey. Il s'agit de quoi? C'est l'histoire d'une jeune dame que je m'en vais vous lire. Elle nous a fait parvenir son courrier. Elle dit qu'elle est âgée de 33 ans, mère de 4 enfants et elle vit dans la ville de Chang. Son histoire commence il y a un mois, lorsque sa sœur aînée l'appelle et lui fait savoir qu'il y a un prophète qui fait des merveilles dans la ville de Douala et il faudrait que vraiment celle-ci vienne découvrir les miracles de cette église-là. Donc, elle dit donc qu'il y a une semaine, effectivement, sa sœur l'invite, elle vient à Douala et elle va au culte assister comme invité, bien entendu. Et pendant la célébration, le pasteur demande à l'invité, la dame qui nous écrit, de venir au devant de la scène et commence à lui faire des révélations. Pendant les révélations, elle lui dit: votre mari a été envoûté en 2019 et les effets de cet envoûtement ne se feront voir qu'à partir de février 2021. Il a aussi ajouté qu'en février, quand l'effet du charme de l'envoûtement dont est victime son mari se feront voir, aucun membre de la famille, ni de l'homme ni de la femme, ne pourra arranger ce problème-là. Ce sera terminé pour son foyer. Après la célébration du culte, la dame a été curieuse, elle a voulu en savoir plus et elle a donc dû payer 2000 francs pour une consultation personnelle et approfondie. Et pendant la consultation, le pasteur lui a demandé la somme de 80 000 francs pour pouvoir délivrer son mari, pour pouvoir rompre ce charme-là. Et il a aussi interdit à la dame de dire quoi que ce soit à son mari, à son père, et il lui a remis le numéro de téléphone au travers duquel elle devait faire le dépôt pour le désenvoûtement de son mari. Le lendemain, elle rentre chez elle dans la ville de Chang et elle rappelle le pasteur pour lui dire: vraiment, pasteur, je suis une femme au foyer, je n'ai pas de travail et puisque je ne peux pas en parler à mon mari, je ne sais pas comment je vais faire pour avoir les 80 000 francs. Le pasteur lui a demandé de se battre pour pouvoir trouver cet argent. Le détail en plus dans l'histoire de la dame, c'est que le pasteur lui a fait savoir que la femme qui aurait envoûté son mari est venue chez elle l'année 2019. Et ce jour-là, la dame de maison lui a servi du haricot sauté dans un plat. La dame ne se souvient pas avoir reçu quelqu'un chez elle, mais elle reconnaît tout de même que le plat que le pasteur a mentionné, puisqu'il y a un trait noir au fond de son plat, existe bel et bien chez elle. Donc, Père Bonbon, cher Ahmed Michel, qu'est-ce que je devrais faire? Devrais-je rester silencieuse, ne rien dire à mon mari? Père Bonbon, est-ce que c'est possible qu'on voit l'envoûtement sans avoir l'envoûté face à lui? Comment faire dans cette situation? Est-ce que le pasteur dit d'abord ce qui est vrai? On se pose des questions. Est-ce que le pasteur est sérieux aujourd'hui? Et est-ce que la femme également n'est pas dans une espèce de... elles veulent voir ce qu'elles ne veulent pas voir en réalité? Est-ce qu'on ne se sert pas justement de la faiblesse de la femme pour lui dire un certain nombre de choses qui l'amènent à croire à ce qui n'existe pas? Est-ce que ce n'est pas de la fémania religieuse aujourd'hui, effectivement? Enfin, on parle de la fémania religieuse. Ouais. Attendons de voir.
Vos nombreuses réactions, mesdames et messieurs, on les attend. Qu'est-ce que ça vous inspire ce sujet ce matin? On en parle avec vous. Je commence par vous, Charles Amen Bachou, précisément ce matin. Quelle appréciation vous faites, bien évidemment, de l'histoire que cette femme nous restitue? Qu'est-ce qui justifie une pareille sortie? Du moins, ces inquiétudes. Monsieur Michel Ngachou, le rêve de la femme, de toutes les femmes, c'est d'avoir la boule de cristal pour lire leur avenir, l'avenir de leur mari, l'avenir de leurs enfants. Chaque femme, d'après la somme des histoires qui arrivent, vous voyez toutes les femmes qui posent, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois m'arrêter? Le est-ce que la femme se pose éternellement la conduit vers ce genre de chemin, vers ce genre de route. Est-ce que mon mari m'aime? Elle réfléchit. Est-ce que mon mari, là où il est, ne me trompe pas? Elle réfléchit. Est-ce que mon mari m'a donné tout son salaire? Elle réfléchit. Toute la vie de la femme est basée sur est-ce que... Même lorsque vous riez, est-ce que le sourire est... Donc la femme analyse tout. Donc partant de là, elle a dû, et ça c'est notre nature, il n'existe pas une femme au monde qui ne se plaigne pas. La nature de la femme voudrait qu'elle se plaigne pour rien. Le vent souffle un jour, elle se plaint. Donc les femmes se plaignent à tort et à travers. Donc elle a dû se plaindre chez sa femme en lui disant, j'ai une vie triste, mon mari ne m'aime pas, mon mari ne m'embrasse pas, mon mari ne me rationne pas, mon mari ne fait dire laisse, je connais ton problème, j'ai un prophète. Vous voyez, lorsqu'on dit j'ai un prophète, c'est le déclic, elle dit alléluia, je fais comment pour le voir, elle dit viens. Sauf qu'elle ne sait pas que sa soeur l'a entubé. Inconsciemment. Sa soeur l'a entubé parce que sa soeur va lui dire, oh j'ai ma soeur qui attend, elle a des problèmes, elle sera membre, elle sera fait ceci, et elle a l'argent, donc laisse qu'elle vienne, on pourra même créer une autre succursale chez elle. Et tout le pasteur dit, heureux, c'est les impurs, ils verront Dieu. Voilà comment on fait venir la femme. Lorsque vous arrivez, on vous dit, venez au centre de la salle. Comment il a fait pour savoir? Il est écrit dans la Bible que Dieu a caché cela. Il a révélé aux plus pauvres. Excusez-moi, je ne vais pas continuer. Il a révélé aux plus pauvres. Donc, subitement, en pleine salle, il a des visions. C'est un mécanisme très posé dans les églises où lorsque vous arrivez, il y a ce qu'on appelle un comité d'écoute, où on vous écoute, on vous envoie une sœur stratégique qui vient, ouais, ma soeur, tu viens d'arriver à l'église, vraiment comment la vie est dure, vraiment heureusement que tu as toqué à la bonne porte, le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas, Jésus est mort sur la croix pour toi, Jésus va tout te donner, Jésus, Seigneur Jésus, il avait toi, et puis vous ouvrez, vous videz pas votre pasteur, le pasteur on la tient, pasteur on la tient, elle libère tout, et le pasteur vous attend donc le dimanche, à l'église, lorsque vous arrivez, il y a une sœur qui vient d'arriver dans l'église. On me la montre, elle est assise, elle est habillée comme ça là. Ma sœur, sans la voix de Dieu qui te parle, lève-toi et viens. Et il vous narre votre histoire. Il vous narre votre histoire en ajoutant, comme vous voyez Dominique Audrey, mais sauf que lui met le cube. Il met le cube, il met le sel. Il dit, Jésus m'a parlé qu'aujourd'hui, ton problème est terminé. Dites Amen. Tout le monde dit Amen. Voilà comment on la met dans un film. Monsieur Mathieu, Monsieur Michel, vous n'avez pas des tendances. Vous avez vous y retrouver dans les jours à venir parce que... On a été comédien dans une ancienne vie. Donc voilà comment on met la femme. Vous voyez, le film est tellement beau que la femme se laisse prendre parce qu'elle a l'espoir que son problème va être résolu. Elle verse et on lui dit il faut. Un vrai prophète, monsieur Michel Ngachou, ne paye pas la consultation. Même lorsque vous partez voir un voyant. Lorsque vous partez voir un gaka, un kamsi, un gambi, vous partez le voir, vous posez vos problèmes. Le vrai va vous dire, si vous pensez que vous pouvez donner, vous donnez. Si vous n'avez pas, partez seul, Dieu vous jugera. Je dis les vrais. Même dans le traitement, il va vous dire payez ça, payez ça, payez ça. Si vous pouvez payer, payez. Si vous estimez que vous devez me payer, vous me payez. Si vous estimez que vous ne pouvez pas me payer, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que je fasse le travail pour lequel je suis venu. Mais vous avez des gens qui vous prennent. Quand vous dites payez ça, payez 2 boucs, 3 boucs, 4 boucs, ça ne se négocie pas. C'est pour le traitement. Quand vous allez à l'hôpital, on vous dit vous payez l'amoxicilline, vous ne négociez pas avec le docteur. Donc on vous dit, beaucoup vont dire je vais pas aller au marché acheter ça, prenez plutôt l'argent. Donc elle est victime de quoi? Donc elle est victime d'une arnaque. D'une arnaque parce que Dieu, c'est écrit dans la Bible.
Ce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, vous n'avez pas payé, monsieur Michel Gadjou. Il commence à mettre qu'il faut payer la consultation. Elle paye la consultation. Elle va payer le béni. Elle va payer le sel béni. Elle va payer, elle va payer. Et on dit, enfin, pour le traitement, il faut 80 000 francs CFA pour pouvoir la soigner. Elle dit, je suis ménagère, je n'ai pas. Donc, vous voyez jusqu'où on a amené cette femme. Je lui dirais tout simplement que, madame, Dieu qui vous aime, Dieu de la Bible que vous servez, qui vous aime, ne vous dira jamais, c'est Dominique Oyengale qui veut tuer Charles Armel. Il vous dira, prie pour Dominique Audrey Oyengale, prie pour ta soeur, prie pour ta mère, mais jamais il ne te dira, parce que ce n'est pas un Dieu de division. Toutes ces histoires, monsieur Michel Gadjou, pour moi, c'est des histoires, c'est des conneries. Venez me retrouver, venez nous retrouver chez les Bantous et vous verrez comment ça se passe. Charles Mbatiou, sacré ce matin. Merci infiniment vous ce matin pour vos propositions. Oui, c'est important. On peut en rire un tout petit peu, mais là, je préfère donner la parole ce matin à Mbon Bengan, qui va se prononcer là-dessus. Une histoire comme ça, Simbombo. On peut bien comprendre hein, de votre autorité de chef traditionnel aujourd'hui, de votre regard, des choses mystiques en même temps. Il y a quand même des solutions, non? Lorsqu'on envoûte quelqu'un, lui ne fait pas fille de quelqu'un qu'on aurait envoûté. Mais vous trouvez en fait qu'il est envoûté. Est-ce que parfois nos sœurs, nos mamans, nos femmes ne cherchaient pas un peu trop, même où il n'y en a pas réellement? D'abord, oui, il y a des traitements pour les envoûtements. Mais maintenant, on ne reçoit pas les femmes mariées sans l'avis de leur mari. Vous parlez du pasteur qui devait... Non, j'ai dit nous. Le contexte occidental voudrait, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont procédé, leur formule est connue. Quand ils m'ont trouvé avec mes 3 épouses, ils ont mis la dernière pour la convertir et prendre toute ma famille. Voilà comment même les divisions sont entrées dans les familles monogamiques et polygamiques, et après on vous dit que la polygamie est mauvaise. C'est la même formule. On passe par la femme, on intègre votre famille et on la désorganise. Chez nous, les Bantous, on ne reçoit pas une femme mariée sans l'aval de son mari. D'abord, l'aval ou sans la présence? Quand elle se plaint, la présence. C'est le mari. Si le mari n'est pas là, il y a un chef de famille, il y a quelqu'un. C'est pas possible. On ne reçoit pas. Il vient d'abord présenter, pose le problème. D'abord, c'est avec lui. Qui porte les problèmes de la famille, c'est le chef de famille. C'est le chef de famille, c'est pas madame. D'accord. Donc voilà donc, dans l'histoire, la femme ferait mieux dans deux. Vous dites, une femme vient vous voir, vous lui dites, venez avec votre mari. Je ne vous dis rien, je ne vous reçois pas. Vous venez avec votre mari pour un cas. Maintenant, si le mari est effectivement envoûté et qu'il est difficile de venir, vous venez avec son frère. Notamment le chef de famille ou son frère. Voilà. Et à ce moment, vous mettez la femme de côté. Vous lisez la situation du mari en question. Vous dites, ce n'est pas tout qu'on dit aux femmes. Ce n'est pas tout qu'on dit aux femmes. C'est vous, c'est votre frère. Il est où alors? C'est votre fils. Il y a cette situation. Voilà comment nous pensons que nous pouvons. Est-ce que cette histoire, justement, ne pose pas un réel problème des pasteurs aujourd'hui, des hommes, ce qu'on appellerait justement des hommes de Dieu mystiques, vous appelez comment là D'abord, le man of God. Non, il y a un terme plus précis. Les exorcistes en même temps. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il y a plein de menteurs là-dehors qui ne font que détourner nos sœurs sans qu'on ne sache vraiment comment les ramener parfois à la raison? Mais l'église, c'est le mensonge. Non, je vous dis, l'église vous fait rattacher au prophète et au messie. Donc la religiosité, quand on vous dit religare, dit avec Dieu ce lien, ça passe par les messies et les prophètes. C'est différent de la spiritualité. L'Africain n'est pas religieux, il est spirituel. La spiritualité, c'est l'éveil de l'âme de Dieu qui sommeille en chacun de nous. À l'église, par exemple, il y a des enfants qui naissent avec 2, 3 yeux. L'église va dire, ah, c'est Satan, c'est mauvais esprit. Non. Nous, on regarde quel est l'esprit de Dieu qui sommeille en cet enfant. Est-ce que ce n'est pas mon grand-père qui est revenu, ma grand-mère, parce que une de nous ne vient-elle pas d'une famille où il y avait des initiés, il y avait. Voilà comment nous disons.
l'Africain est spirituel, l'Occidental est religieux. C'est d'abord ça, mais on a tendance à confondre les deux. Il n'y a pas religiosité, spiritualité. Or, la spiritualité est dynamique. La religiosité est statique. On vous dit, le Fils, le Père, le Saint-Esprit, prenez mon sang, mangez, prenez mon dogmatique. Prenez mon sang, buvez, prenez mon corps, buvez, ceci, et voilà. Chez nous, puisque la parole est sacrée, vient de Dieu, quand je mange le corps de quelqu'un, je bois son sang, ça veut dire que j'entre là dans le vampirisme. Dans le vampirisme. Mais comme c'est dogmatique là-bas, comme Charles Lamel a dit, c'est exactement comme ça qu'il procède. Donc ici, c'est un faux pasteur. C'est un faux. J'ai dit, ma fille, reste tranquille, va retrouver ton mari. C'est bon. Comme vous êtes à Tchang, cherchez les Menkam là-bas, autour du chef. Il y en a, il y a les chefferies là-bas. Vous les cherchez, ils vont vous dire exactement s'il y a un problème vous de la famille, s'il y a quelque chose, ils vont vous dire de manière claire et exacte. Mais à ce moment, en allant, puisque vous voulez aller seul, ne va pas vous recevoir, vous allez avec le chef de famille. S'il y a des problèmes, ils vont vous orienter. Très bien, merci beaucoup, Maman. Et je vous dis, en venez, sortez des églises, il n'y a rien de bon là-bas. Karine Sontia, cette femme devrait quitter l'église. Elle devrait peut-être gagner à rentrer à la maison, chérir son mari, l'encadrer mieux, parce que l'homme, c'est parfois un petit garçon, un enfant, qu'il faut parfois comprendre, bien le chérir, bien l'encadrer. Elle n'est même pas d'abord dans l'église. Elle est allée à l'église parce qu'elle a entendu qu'elle a un problème. Elle a cherché une solution à un problème. Elle ne croit même pas. Elle ne croit même pas. Oui. Elle est allée à l'église et ils sont nombreux comme ça qui vont à l'église. Ils vont à l'église quand ils ont un problème, quand ils sont malades, quand ils ont une maladie incurable, ils vont vous faire des prières. Alors que d'habitude, même ils ne sont pas proches de Dieu, ils ne font pas de prières, ils ne prient pas, ils ne lisent pas la Bible, rien du tout. Maintenant, quand ils ont un problème, ils vont à l'église. C'est pour ça que eux, quand ils vont à l'église, ils commencent à croire en l'homme de Dieu qu'à croire en Dieu. C'est ça le problème. Ils ne croient pas en Dieu, ils finissent par croire en l'homme de Dieu. Et pourtant, l'homme de Dieu est un être humain qui peut transformer la parole à son avantage pour endormir l'esprit. Vous savez que les hommes de Dieu ont des télévisions, aujourd'hui des radios. Ça n'empêche pas. Oui, c'est pour ça que je dis que l'homme de Dieu est un être humain comme vous et moi, voilà, qui, comme on manipule l'information, peut manipuler la parole de Dieu en son avantage. Et là, maintenant, ça dépendra de vous, parce que tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et c'est ce qui se passe généralement dans ces églises-là, pour les femmes qui vont chercher le miracle. Elles vont chercher, par exemple, que leur mari les aime, elles vont chercher que leur mari ne les trompe plus, elles vont chercher que leurs enfants... oui, elles vont chercher que leurs enfants réussissent vite à l'école. Elles vont chercher que leurs enfants qui ne marchent pas vite commencent à marcher. Elles vont chercher des choses et elles oublient que même en restant dans sa chambre, en priant sous silence, le Seigneur peut les écouter. Très bien. Et qu'est-ce que vous dites à cette femme, Karine, celle-là qui pose ce que je lui dis, c'est que si elle a besoin d'un changement dans sa vie, qu'elle commence à prier, qu'elle se trouve une Bible, qu'elle commence à lire et qu'elle prie. Elle se met à genoux dans sa chambre, elle prie dans le secret avec Dieu. On vous dira qu'il faut avoir un encadreur spirituel, il faut un pasteur qui va vous encadrer, un père spirituel. Moi, je suis désolée. Même dans la parole de Dieu, on ne dit pas qu'il faut un père spirituel. Je dis... Mais on dit là où deux ou trois sont assis. Oui, et si elle le fait avec son mari, ça fait 2. Elle fait avec son enfant, ça fait 3. Vous voulez qu'il y ait quelle personne encore? Qui en devant de votre parent est capable d'élever sa voix vers le ciel et que ça marche? Mais si on s'en tenait justement aux allégations, je vais dire aux exemples que Charles Lamel a posés sur ce plateau, peut-être elle estime que son mari ne l'aime pas suffisamment, peut-être son mari ne rationne pas suffisamment à la maison. C'est pour ça que je dis que c'est des fausses raisons. C'est des fausses raisons pour aller rencontrer Dieu. Ce ne sont pas des raisons parce qu'elle n'a pas la foi. Dieu. Oui, elle veut un miracle. Et ce n'est pas là-bas qu'on va dire à son mari que donne la ration à ta femme. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous priez avec foi pour un problème que vous avez, Dieu vous exauce. Et ça marche. Ce n'est pas comme si on invente. Ce n'est pas parce que vous allez aller devant l'église, devant la croix de Jésus, ou alors que vous allez vous prosterner devant l'autel que ça va marcher. Dans votre chambre, dans l'intimité avec votre Créateur, ça marche. Et il n'y a pas d'autre manière pour que ça marche. Elle a un mari, elle peut demander à son mari de se mettre en prière avec elle quand elle veut prier. À ses enfants. Elle trouvera la formule linguistique pour l'inviter. Oui, c'est son mari. C'est son mari. Ouais.
C'est son mari, de la même manière qu'elle est rentrée ici, d'ici la queue dans les jambes, espérant que son mari lui donnera 80 000 francs pour qu'elle vienne donner au prophète. Elle peut utiliser la même stratégie pour amener son mari à prier, pour ne pas avoir à dépenser pour des miracles. Effectivement, est-ce que c'est pas justement ça qui fait que parfois les femmes détournent leur mari du vrai chemin, Dominique Audrey, en les ramenant dans les églises aujourd'hui, où l'homme parfois il va, il est perdu, ne sait pas ce qu'il devait y faire. Moi je connais une histoire comme ça, où finalement l'église est venue se loger dans la maison du monsieur. Le monsieur demande même au pasteur de payer un peu de loyer, ne serait-ce que pour... Finalement, il n'y a rien. Le pasteur a même confisqué la maison même de ce monsieur. Aujourd'hui, sa maison est devenue un temple où lui-même est même délogé de sa propre maison. Est-ce que parfois les femmes même... Et il y en a la cité, j'en ai eu un problème. Non seulement on a délogé l'homme, on a pris sa femme et sa fille aînée. Effectivement. Le même pasteur prend la maman et sa fille aînée. Et il vient se loger dans la même maison justement. Là, je crois que l'histoire, on la connaît bon Bengal. Tout à fait. Le gars est même devant le tribunal d'Indokoti, ça dure 5 ans. Et on ne l'écoute pas. Alors, est-ce que ce n'est pas les femmes parfois qui sont vraiment, je n'ai pas le propos sur les femmes, hein, mais non, certaines femmes qui sont, non, certaines femmes qui sont très proches des églises et tout. Est-ce que le mal ne passe pas par ces femmes pour atteindre même parfois la famille? J'ai un problème avec votre question parce que vous voulez donner l'impression que... J'ai dit mais certaines, pas toutes les femmes. Je vous réponds, non? Oui, mais j'ai dit certaines, parce qu'il faut que moi je parle de vous. Vous donnez l'impression que lorsqu'une femme va à l'église et qu'elle essaie de ramener son mari, c'est pour le mal de son mari. Si je suis avec vous et que j'estime que si tous les deux on va à l'église, si tous les deux on se rapproche de Dieu, on sera bien, mais je le fais. Et il n'y a pas de honte à vouloir être bien dans son foyer, être bien dans son couple, pour celles qui le sont. Donc il ne faudrait pas incriminer les femmes parce que c'est par elles. Oui, elles sont simplement manipulées. Manipulées parce qu'elles cherchent quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur, ça veut dire quoi? Dieu. Ben, est-ce qu'elles ne connaissent pas le chemin de Dieu? Le chemin de Dieu, dites-moi. C'est où le chemin de Dieu? Dans les traditions. Non, mais ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Le mode de pensée unique, vraiment. Tout le monde ne pense pas comme ça, tout le monde ne croit pas à ces choses-là. Est-ce que ça marche toujours lorsque vous êtes dans les églises? Est-ce que ça marche toujours vos traditions? Toujours. Bon, ça c'est pour vous qui le dites. Et des gens aussi vous diront, l'église pour nous ça marche. Donc si vous êtes pour les traditions, les conséquences maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet homme-là? Vous faites vos traditions et vous laissez ceux qui croient en Dieu. Comment ramener cet homme-là? Parce que là, cet homme n'a pas de problème. Il n'est même pas au courant. Et je ne suis même pas sûre que son mari soit envoûté. C'est sa soeur qui lui dit que viens à l'église parce qu'il y a un problème. À cette femme, je dirais, madame, on ne va pas démentir. Pour toutes les personnes qui ont été au moins une fois en couple dans leur vie, ils savent que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Pense à le mariage? Les relations. Moi, je ne suis pas mariée, je ne sais pas. Donc, les relations, lorsqu'on est avec un homme ou bien qu'on a vécu avec un homme, on sait qu'il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Il y a des mois où vous n'allez même pas vouloir vous regarder. Il y a des mois où, lorsque vous allez même préparer, il y aura trop de sel et votre mari va vous insulter pour ça. Il y a des mois où vous n'allez même pas faire de galipette pendant un mois. Mais tout ça, c'est ça qui constitue... Il n'y a pas de problème. C'est ça qui constitue la relation. C'est ça qui rend, entre guillemets, le mariage excitant et palpitant. Donc ce pasteur, c'est un faux pasteur. C'est clair que c'est un mauvais pasteur. Et sa sœur, c'est une sorcière. La sœur de cette femme, c'est une sorcière. Parce qu'aucun pasteur ne peut savoir le genre de plat avec les identifiants exacts de ce que vous avez. Parce que le pasteur lui a dit, il y a un plat. Donc c'est la sœur qui sait d'indique. Bien sûr, c'est la sœur. Est-ce qu'elle n'a pas dit au pasteur que dans mes assiettes, il y a un plat qui a un trait noir au fond? C'est sa sœur qui va chez elle. C'est sa sœur qui la ramène dans l'église. Donc, madame, moi je vous invite à lire Matthieu. Matthieu 24. Vous rigolez. Matthieu 24 au verset 4. De façon ramassée, on vous présente... on dit qu'il y a des gens qui viendront et qui séduiront le peuple. Au verset 11, on parle des faux prophètes. Et au verset 24, je vous demande d'insister là-dessus. On vous présente les grands signes des prodiges que ces gens-là mettent devant vos yeux pour vous faire croire que Dieu est là-bas. Mais Dieu n'est pas là-bas. Priez. Sœur Dominique. C'est Sœur Dominique. Priez. Priez sans cesse. Allez, on en revient. Ça va. La colère, mesdames et messieurs.
Je m'interroge ce jour sur la question de la mi-temps à problème dans ce pays. Depuis le début de la rentrée scolaire, nous évoluons au rythme de la mi-temps. De matin, de midi, pour parler trivialement. Vraiment, dites-moi quoi ont pensé les initiateurs d'un tel projet? A-t-on véritablement pensé le problème de la mi-temps dans ce pays? Ce que nous vivons avec le système de mi-temps instauré par Madame le ministre, Nalova Lyonga Pauline Egbe, n'est ni plus ni moins que l'enterrement de l'éducation secondaire au Cameroun. Pour combattre la pandémie Covid-19, Madame le ministre a cru bon d'instaurer le système de mi-temps. L'idée en elle-même était plausible, mais l'implémentation un échec. À ce jour, certaines classes viennent le matin à 7h30 pour rentrer à 12h40, tandis que d'autres viennent dans l'après-midi à 13h pour rentrer à 17h20, parfois 18h30, parfois 19h. Comment comprendre ces mesures imposées à l'école alors que les mêmes enfants jouent ensemble au quartier, à la récréation et sur le chemin de retour à la maison où ils peuvent bien s'infecter entre eux? Le ministre des Enseignements secondaires, en mettant en place ce processus, s'est-il demandé s'il disposait d'un nombre suffisant d'enseignants pour assurer ce mode? À ce jour, dans certaines classes, on a les 3 par banc. À ce jour, dans certains établissements scolaires, du fait des 2 matins et des midis, les effectifs ont explosé. Savez-vous que l'enseignant ou les enseignants dans le système à mi-temps sont astreints à une double vacation? Savez-vous qu'au lieu de 18 heures de cours, un enseignant de lycée se retrouvera avec 36 heures de cours par semaine? Au lieu de rentrer à 15h30, ils doivent encore endurer des heures supplémentaires, mais bien plus devront organiser et animer des cours en ligne. Pour quel salaire? Pour quel avantage? Que dire de ceux qui tiennent 4 classes cette année, à savoir une 4e, une 3e, une seconde et une terminale? En classe de 4e, on a diminué d'1 heure dans le quota hebdomadaire d'heures d'enseignement de mathématiques. Cela fait 6 heures par séquence et 36 heures pour l'année. Mais le programme n'a pas diminué et on attend que l'enseignant boucle son programme avec efficience. Même scénario en 3e. Désormais, c'est 3 heures. 3 heures par semaine au lieu de 4. En seconde C, il a été soustraite, soit 12 heures. En seconde C, 2 heures ont été soustraites, soit 12 heures pour la séquence et 72 heures pour l'année. En terminale D, 2 heures ont été soustraites, soit 72 heures pour l'année, mais comme si ça ne suffisait pas, un nouveau chapitre a été rajouté au programme. On a diminué le nombre d'heures d'enseignement de mathématiques et augmenté un chapitre au programme en terminale D. Franchement, ensemble de choses qui violent automatiquement ses droits et handicapent une exécution efficace de ses obligations parlant de l'enseignant. Qui peut imaginer que les PSEG, professeurs de collège d'enseignement général, et les PLEG, professeurs de lycée d'enseignement général et professeurs de lycée d'enseignement technique, accepteront de prendre 40 heures et 38 heures hebdomadaires pour des effectifs de 50 élèves par classe qui sont déjà supérieurs à la norme en vigueur? Savez-vous que derrière cette affaire de mi-temps, les effectifs ont pratiquement doublé dans les établissements scolaires le pratiquant? Car il y en a en plus des frais exigibles, des contributions dites APEE qui sont gérées avec la délicatesse que l'on sait. Il est un fait indéniable,
c'est que cette mesure, à ce jour, n'est bénéfique ni pour les enseignants qui désormais auront une charge de travail multipliée, ni pour les apprenants et l'ensemble du système éducatif. Raison pour laquelle beaucoup d'enseignants se sont retrouvés à rattraper les cours le samedi pour que de manière optimale, les enfants puissent achever convenablement le programme, parce que allant sur cette base, ceux qui sont en terminale C, lorsqu'ils arriveront à l'université, ils auront de sérieux problèmes pour le développement de certaines matières, notamment les mathématiques. On a retranché pourquoi, on a laissé le programme pourquoi, juste peut-être pour plaire, mais plaire à qui? La colère exprimée ce matin encore par Charles Battu, effectivement. C'est une question qui interpelle les familles aujourd'hui, qui interpelle les enfants, qui interpelle les élèves. Mais surtout, on est quand même en droit de se demander quelle a été la maturité encore du gouvernement camerounais en mettant en place cette question des mi-temps dans les établissements scolaires aujourd'hui. On peut quand même encore aller plus loin en se demandant, a-t-on vaincu le Covid-19 ou pas? Et quel est aujourd'hui le regard que les Camerounais y jettent? Est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un bouleversement qui a été initié partout, et notamment dans les établissements scolaires aujourd'hui? Est-ce que les parents peuvent se dire aujourd'hui satisfaits par la question des mi-temps aujourd'hui pour nos enfants, pour nos petites sœurs et pour nos petits frères, également dans les établissements scolaires du Cameroun aujourd'hui? La question vous est posée également, Karine Sontia, le temps pour vous de donner votre appréciation. La question des mi-temps, quelle lecture vous en faites-vous? La lecture que je fais, c'est que nous avons fréquenté à une époque où il y avait les mi-temps quand même à l'école publique, et c'était particulier, même si on ne finissait pas toujours le programme, parce qu'il y avait le groupe 1, 2, 3 et 4. Mais même quand j'étais au collège, quand même, il y avait la mi-temps aussi. Mais là, c'était différent parce qu'il y avait des jours où on venait le matin et on rentrait à 18 h. Il y avait des jours où on venait le matin, on rentrait à midi. Il y avait des jours où on venait à midi et on rentrait à 18 h. Donc, c'était vraiment particulier. Ce n'était pas comme maintenant où certaines classes qui ne sont pas d'examen viennent le matin et les classes d'examen viennent en soirée, ou bien le premier cycle vient le matin et les seconds cycles viennent en soirée. C'est délicat parce que naturellement, les enseignants ont du mal à clôturer avec les programmes. C'est pourquoi vous voyez que en fin d'année, généralement, les enseignants commencent à faire des cours de remise à niveau, des rattrapages, des préparations aux examens et tout, pour arrimer les élèves à la préparation de leur examen. Sauf que là maintenant, ce sera très difficile parce que lorsque vous comptez bien le nombre d'heures de cours au final, vous vous rendez bien compte que ça n'atteint pas 6 heures de cours par jour. Parce que lorsque vous prenez les cours de premier cycle, de la 6e en 3e, de 7h30 à 12h, on retire à ce temps-là 30 minutes pour la pause récré. Ça va faire 4 heures de cours seulement. Donc vous avez fait, soit vous faites 2 cours de 2 heures, soit vous faites un cours de 2 heures et 2 cours d'1 heure chacun. Ça fait que l'élève va venir tous les jours et il aura maxi 2 cours dans le sac. Sachant que au premier cycle, il y a des cours qui sont des cours comme des matières de base, oui. Mathématiques, SVT, français et anglais, qui prennent souvent la semaine mathématiques. On pouvait faire mathématiques 3 fois par semaine, c'est-à-dire que 2 heures de mathématiques le lundi, 2 heures de mathématiques le jeudi et 1 heure de mathématiques le vendredi par exemple. Ça va faire qu'on va réduire le nombre d'heures de mathématiques qu'on fera par semaine. Et lorsque vous faites par exemple le cours de français encore c'est divisé parce qu'il y avait la grammaire, il y avait les cours sur la lecture, par exemple, de l'œuvre qu'il fallait analyser et autres. Il y avait les cours, il y avait tellement de cours, ça fait que aujourd'hui l'enseignant ne pourra pas faire tous ces cours-là à la fois. Et il y aura la partie qui s'intéressait à la technique, c'est-à-dire la technique de rédaction. Et vous trouvez justement qu'il y a une dangerosité dans cette mi-temps oui. Par rapport à la dispensation des cours, oui. Mais surtout, on va dire, pour le fait que l'élève doit retenir les cours au programme. Oui, parce c'est un danger également pour l'élève aujourd'hui. Oui, parce que là, je parlais du premier cycle. Ce sera difficile pour l'élève de retenir et même de se préparer aux épreuves qui arrivent. Je le dis pourquoi? Parce que même quand nous étions au secondaire, on avait à la fin de chaque cours d'histoire, géographie, ECM et peut-être français, des sujets que l'enseignant donnait à aller
essayez à la maison. Maintenant, quitte à l'élève d'essayer les sujets, parce que c'est plusieurs sujets, vous choisissez un, vous traitez, vous lui donnez pour qu'il corrige. Sauf que si vous faites ça aujourd'hui, vous donnez à l'enseignant pour qu'il corrige, il risque de ne pas corriger parce que le soir, il doit encore entretenir d'autres élèves sur Internet à travers d'autres leçons qu'il faut compléter. Donc, ce sera vraiment compliqué. Est-ce que ces enseignants sont suffisants justement pour faire ce travail, Dominique Audrey? Vous appréciez ça comment? Est-ce que le Cameroun va se dire aujourd'hui qu'en ce qui concerne la question des mi-temps, on a suffisamment d'enseignants pour pouvoir dispenser au mieux les cours à tous les élèves du Cameroun dans le process de mi-temps? Non, je ne pense pas. Et je pense qu'unanimement, on doit adresser nos respects à ces enseignants qui, si on s'en tient à ce que M. Mathieu nous a expliqué, sont passés de 5 jours de classe à 6 jours de classe. Est-ce qu'on a pensé à augmenter leur salaire pour le 6e jour? Les passionnés qui veulent de manière optimale ramener, permettre aux enfants d'acheter d'être à jour. Oui, d'être à jour, c'est les passionnés. Effectivement. Ce n'est même pas prévu. Et ces enseignants-là, on leur doit du respect. Parce que ce sont des personnes qui, malgré tout le mauvais traitement, tout ce qu'ils peuvent avoir contre les personnes qui sont à la tête de leur hiérarchie, ont quand même cette conscience-là de ce que les enfants qui sont en train d'enseigner, le Cameroun de demain qui sont en train de forger, doit avoir la matière suffisante pour avancer. La semaine dernière, M. Mathieu Estimé disait ici que les enfants conformes, c'est au rabais. Et c'est vérifiable. Avec le système de mi-temps? Oui, c'est au rabais. Dites-vous bien on a, je dis n'importe quoi, sensiblement 44 classes en temps normal d'élèves. Dans un lycée? Oui, dans un lycée. Et si on va faire la mi-temps, ça fait qu'on double. C'est x2. Ça fait 88 classes. Pour combien d'enseignants? Étant entendu qu'il y a certains qui sont en congé de maternité, il y en a qu'on a envoyés ailleurs, et il y a d'autres qui ont même complètement désisté parce qu'ils sont fatigués. Il y a des malades. 88 classes pour un seul établissement. Vous voyez qu'on ne peut pas. Et même la qualité du rendu, on est humain. Le matin, vous avez un enseignant qui doit dispenser les cours toute la journée et après il revient dans la soirée donner cours. Est-ce que vous pensez que cette personne a la force pour rendre effectivement les cours? Est-ce que vous pensez mieux enseigner? Il peut finir le matin son cours à 9h. Il doit rentrer et revenir, les frais de transport supplémentaires. Pour ceux qui font les tours, parce qu'il y en a qui dispensent même dans plusieurs autres classes dans la journée. Non, vous direz qu'il y a un salle de professeur, hein, Charles Mathieu, dans les établissements. Il peut y rester y attendre. Est-ce que c'est la salle de sommeil? À côté de ça, on se rend effectivement compte qu'avec ce système de mi-temps, les enseignants n'ont plus le temps de donner les devoirs aux élèves. Ouais. On ne peut pas donner des exercices. On a fini un cours de mathématiques sur peut-être les fonctions, un truc comme ça. Et après, il faut pouvoir tester les enfants à ce niveau. Est-ce qu'on pourra? Non, on ne le fait pas. Ça, c'est pour les cas ici. Est-ce que vous savez même qu'il y a d'autres établissements publics dans certaines régions qui ont commencé à sortir de cette histoire de mi-temps parce que ça ne marche pas. Les programmes ne seront pas achevés. Combien d'enfants vont réussir les examens pour les classes d'examen cette année avec ces programmes? Si on s'en tient simplement au programme à heure rendue pendant 4 heures par jour. Est-ce qu'on pourrait effectivement saluer la prouesse, justement, la pensée légendaire du gouvernement camerounais, notamment de la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Aloba-Yonga, aujourd'hui Mbonben. Et aussi Michel. Bon, ou bien après? Allez-y, rapidement, oui. Et moi, voilà. on parlera. Si on dit que c'est pour réduire la contamination et tout, combien de fois on désinfecte ces salles de classe? Est-ce qu'on les désinfecte la question quand la première vague bien entendu. Est-ce qu'on a fait une évaluation? Quand la première vague sort, est-ce qu'on désinfecte avant que la deuxième ne vienne? Avant la rentrée. C'est suffisant. Merci beaucoup. Mbongo Bengan, justement, sur la colère exprimée ce matin, je demandais est-ce qu'il faudrait bien saluer on voit de la pensée puissante, importante du gouvernement camerounais aujourd'hui, qui semble avoir trouvé la solution contre le Covid-19 avec cette question des mi-temps dans nos établissements scolaires. Non, étant entendu premièrement qu'il n'y a pas eu concertation des acteurs sociaux, les enseignants non pas qui forment les apprenants n'ont pas été associés. Deuxièmement, on a demandé à chaque établissement de veiller, de regarder s'il peut faire ou pas. Est-ce que c'est le chef d'établissement
notamment prenons les villes de Douala et Yaoundé. C'est eux qui affectent les enseignants. Charles Lamère s'en plaignait dernièrement, il n'y a pas encore eu des affectations et tout. J'ai besoin de 3 ou 4 professeurs de mathématiques, 10 professeurs de philosophie, je vais faire comment? Je procède par la méthode, voilà les choses. Troisième chose, et ça devait être la solution, nous l'avons dit ici. Et d'ailleurs, cette raison, peut-être on va revenir dessus tout à l'heure. Le secrétaire d'État en charge de la santé, et au ministère de la Santé publique, en charge des grandes endémies des pandémies, c'est une autorité traditionnelle, Ali Mayatou. Il faut considérer que Covid-19 est une grippe. Et c'est une grippe peut-être compliquée. Et on vit avec la grippe. Et cette maladie qui est arrivée aujourd'hui, il sera là jusqu'à la fin du temps. On ne pourra plus vaincre le Covid-19. On va vivre avec cette grippe comme on vit avec les grippes classiques. Quelle est la solution à cette grippe-là? Les solutions existent. Je pense qu'il fallait aller vers ces solutions-là. Généralement, quand vous avez la grippe classique... Aller vers ces solutions tout en maintenant le programme normal, le programme normal. 7h30, 15h30. 7h30, 15h30. Et pourtant, il y a des solutions. Moi, j'ai fait des tours, je n'ai pas voulu en parler parce que je ne veux pas citer les noms des établissements. Regardez comment se comportent les enfants en cours de récréation. Quand ils traversent le portail d'entrée, ils enlèvent les bas. C'est comme si le surveillant qui est au portail veillait seulement qu'à l'entrée, il faut porter le masque. Dedans, on l'enlève. Le frottement est là, ils jouent, ils vont ici, ils font le sport, ils pratiquent toutes ces activités post et périscolaires. Vous allez faire comment? Donc en réalité, pas dire que c'est du grand n'importe quoi, mais c'est du n'importe quoi, ça y ressemble. Vous ne pouvez pas. Donc en réalité, c'est pour ça je ne comprends pas ce qui est à la tête des gens du gouvernement. La concertation leur fait du mal en quoi? Vous vous concertez, vous dites, gars, une maladie est arrivée, là, vous avez appelé des anciens, vous dites, bon, Chicha, on fait comment? Mais c'était même une solution. Bon, voilà, on prend comme ça et on... Est-ce que vous croyez qu'après cette année justement 2020, est-ce que de l'année prochaine, effectivement, on va revenir au même système? Parce que le problème d'abord, laissons l'année-ci, il y aura échec scolaire, on va récupérer tous les enfants qui vont aux examens officiels. Vous allez entendre qu'on a doté ici des moyens. Quand Amel a dit, il y aura où on a doté le programme peut-être de moitié, des autres étaient en avance, comme disait Dominique, pour ces enseignants soucieux qui vont veiller, qui vont, au lieu de 18 heures, peut même faire 24 heures par semaine. Voilà, donc, de décrochage scolaire et tout. Et tout. Donc, on est en train de former en réalité des illettrés. C'est un sujet de colère, mesdames et messieurs. C'est un sujet de colère en même temps qui vous interpelle dans vos familles. C'est un sujet de colère qui interpelle les chefs d'établissement aujourd'hui. C'est un sujet de colère qui touche tous les Camerounais de l'intérieur aujourd'hui. On en reparle dans un moment. Mesdames et messieurs, merci encore de nous rester présents, mais surtout fidèles à la chaîne du peuple. Et encore, puisque vous êtes le peuple, nous sommes la chaîne. Nous continuerons chaque jour à vous informer, à vous éduquer, mais surtout à relever ensemble les réalités qui nous entourent, comme c'est le cas. 10 le Zénith, vous de talk show, avec la grande famille ce matin. Charles Membatumbo, Bengan Kandji, Dominique Otroyengalek et Karine Santia, nous tentons encore de comprendre véritablement les réalités qui entourent le système de mi-temps mis en place par le gouvernement camerounais, notamment par le ministère des Enseignements secondaires, y compris le ministère de l'Éducation de base pour les enfants aujourd'hui. Quelles conséquences vous avez au sein des familles? Quel regard vous jetez sur les enfants aujourd'hui? Quelle appréciation vous faites de leur éducation? Vos parents, vous chefs de famille, vous papa et maman, on attend bien sûr vos réactions au contact bien connu. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. Laissez-nous bien sûr une réaction à ce numéro ou encore sur Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live. Pourquoi pas sur la page Facebook de l'émission 10-12 le Zénith. Charles Membatou va-t-on dire aujourd'hui effectivement qu'avec ce système de mi-temps, il n'y a plus de conséquences aujourd'hui pour nos enfants, pour nos familles et même pour le pays en lui-même? Monsieur Michel Ngachou, j'ai envie de vous répondre comme un occidentalisé. Erarum humanum est. L'erreur est humaine. Sauf que la bêtise est camerounaise. Je voulais commencer par là pour finir. Que la bêtise est camerounaise. Pourquoi, monsieur Michel? Vous savez... Vous êtes intraitable, Charles. Oui, merci, monsieur. Vous êtes intraitable. Il fallait bien préciser par là, parce que c'est la suite que je n'ai pas. Il fallait que je chute par là.
Vous avez déjà 2 programmes au Cameroun. Le programme public qui impose des mi-temps et le programme privé qui est dans le plein temps. Non, qui est dans le plein temps. Tout à fait. Tous les établissements privés sont dans le plein temps. Première erreur. Première erreur. Justement, Oui. ça ramène à dire qui définit donc la politique éducative Au Cameroun. Deuxième chose, il n'y a pas un quartier pour les enfants des établissements publics et un quartier pour les enfants des établissements privés. Vous faites la distanciation au public et ils font la concentration au privé et tous font le regroupement au quartier. Vous avez protégé donc qui, M. Michel Gatchou? Personne. Première erreur. Deuxième erreur, quand vous calculez, vous vous rendez compte qu'il y a un différentiel de présentiel, de cours présentiel de 2 heures. Le privé a une avance de 2 heures chaque jour sur le public en termes de présentiel. Vous avez des enfants dont le gouvernement camerounais, Boboka dit qu'il voulait rendre les enfants idiots, qui a donné la latitude aux enfants qui sont les 2 midi dans le secondaire d'aller vendre les chewing-gums au marché le matin. À midi, il prend seulement la tenue, il jette sur le corps, il va à l'école. Regardez très bien. Vous avez d'autres qui, lorsqu'ils sortent à midi, au lieu de rentrer à la maison, c'est qu'il n'y a personne à la maison, ni papa, ni maman, ni la grande, tout le monde est dehors. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du bar en bar, on se retrouve chez les copains, on va sauter le riche chez l'ami, on va traîner et s'entraîne ce que vous pouvez imaginer des partout, comme on les retrouve désormais. C'est ça ce facteur. Comment est-ce qu'on concentre ces enfants? Non, les enfants déambulent. Venez-vous dans la vie, vous allez vous rendre compte. Effectivement. Autre chose, monsieur Michel Gatchou. Vous avez des établissements qui ont adopté le système. Lundi, premier cycle vient le matin, second cycle le soir. Mardi, second cycle vient le matin, le premier cycle va le soir. Regardez cette alternance. Vous appelez ça quoi si ce n'est pas la bêtise? Donc, de matin, lundi, de midi, mardi. De matin, mercredi, de midi, jeudi. Voilà ce qu'on vit. L'enfant s'adapte comment? Dysfonctionnement. Dysfonctionnement sur tous les différentes étapes, M. Michel Gatchou. Donc vous avez un enfant de 6e qui a 9 ans, 10 ans. On sort l'enfant de l'école à 18h30. Il rentre comment à la maison? 18h, c'est une heure de pointe, de regroupement massif. Vous avez les vieux, vous avez des privés, des personnes privées qui viennent avec leur véhicule pour passer les enfants. Regardez sur Facebook, trop de disparitions d'enfants. Regardez sur Facebook, trop de disparitions d'enfants. Mais c'est quoi cette histoire? On nous plonge dans quelle histoire? J'aurais encore compris qu'on dit premier cycle, ils sont plus petits, uniquement le matin, et second cycle, parce qu'ils sont un peu plus grands, uniquement le soir, jusqu'à la fin de l'année. Puisque nous-mêmes nous sommes passés par là. Moi, je parle de mon cas. On a fait justement ces écoles primaires, publiques, où on allait une semaine le matin, la semaine qui suivait, on y allait à midi. Parce qu'il y avait plusieurs groupes. Il y avait plusieurs groupes. 4 groupes. Il y avait 4 groupes, effectivement. C'est juste pour rejoindre vos comptes. Monsieur Michel Gatchou, dans des établissements, vous avez les profs de mathématiques, anglais, philosophie qui ne sont jamais venus. Est-ce que vous savez qu'on donne désormais cours de TM sur un cahier? On demande d'acheter un cahier de 700 pages pour faire un cours de TM. Non, mais vous blaguez là, monsieur. Je blague. Travail manuel. Je vous dis cours de TM. Je dis cours de TM. On fait cours de TM. Comment tenir la matière? Non, a arrêté la matière comme ça. Son père lui a dit non, c'était pas du bon côté. On tient la matière du côté. J'ai lu le cours, monsieur Michel Gatchou. Vous voyez que je viens avec. Ils vont faire TM à quelle heure? Ils ont combien d'heures de cours? Et ils pratiquent où alors? Comment balayer la maison? À la maison. On arrose d'abord avant de balayer. Point. Voilà les cours qu'on donne. Vous blaguez, vous me regardez, monsieur Michel Gatchou. Je vous dis ce qui est en train de se passer à l'école actuellement. C'est ce qu'on a, comment arrêter là où? Comment entretenir son champ? Qu'est-ce qu'on appelle la lisière? Qu'est-ce qu'on appelle? Je vous dis ce que je ne vous dis pas ce que j'ai entendu, monsieur Michel Gatchou. Donc, vous voyez jusqu'où on est en train de nous amener. Donc, je termine par le dernier point. Au lycée bilingue de Bafoussam, on est à 100 par classe. À Douala, on frise les 150. À la Bafoussam. Les gens témoignent, monsieur Michel. Donc, c'est pour vous dire que en voulant sauver, on a tué, on a fait les obsèques de l'école et on est venu juste enterrer. Maintenant, on est en train de procéder, nous tous, on est en train d'assister à la mise en bière de l'école. Nos enfants vont sortir là. Je crois que... Au-delà quand même, monsieur Gatchou, je voudrais préciser. Permettez-moi de finir. Nous avons copié l'Europe. Nous avons copié la France. Je préfère citer
copier la France. Erarum humanum est. Mais la bêtise est camerounaise. Donc nous avons copié bêtement. Merci beaucoup. Donc la bêtise est camerounaise. Mais eux ont des statistiques. Ils peuvent même vérifier si tel protocole de Didier Raoult donne ou pas. Ils peuvent. Mais nous, rien. Et eux, ils peuvent même faire les cours à distance. Mais c'est... Donc, la première fois, ils l'ont fait. Voilà, ils peuvent faire. Est-ce que vous avez conscience, avez-vous conscience que le sujet de ce matin sera en train de mettre les parents... Monsieur Michel Gacho, le premier cours de mathématiques à l'université porte sur les curvilignes. On est censé le voir à partir de la première et de la terminale. Mais ce cours a été retiré. Ça veut dire que celui qui arrive après son bac à l'université venant crâner, on dit curviligne, il dit monsieur, ça a commencé à terminal. C'est qu'on était à cause de la pandémie Covid. On dit nous ne connaissons pas ça ici. Voilà la réalité. On a retiré, je vous ai dit en mathématiques, j'ai bien détaillé, de la 3e, 4e, seconde, première, terminale. En français, on a réduit de combien? En histoire, on a réduit de combien? En SVT, on a réduit de combien? Pour pouvoir jouer. Mais c'est combien d'heures de cours calculés pour le second? On va rapidement... On est comme l'allemand, l'espagnol et les... Ouais. Ça sert à quoi? À partir de la classe de 4e, on enlevait ça. Vous savez, j'aime souvent vous le dire, à un moment donné, quand on entre ici, on est très heureux, mais parfois on en sort, on est en colère. Et M. Batula, avec cette colère de ce matin, j'imagine les conditions dans lesquelles les parents qui nous regardent ce matin peuvent se retrouver, les attitudes des parents, parce qu'il y en a qui ne comprenaient même pas le système des mi-temps. Le dire maintenant ce matin aux parents, c'est dire prenez conscience des conséquences du système des mi-temps pour nos enfants. Maintenant, que doivent faire les parents après avoir pris conscience? Les répétiteurs. Ce n'était pas prévu, mais les répétiteurs. Et je profite, M. Michel, ce n'est pas de coutume, c'est un enseignant, M. Charles Dikoum. Je profite pour lui tirer un coup de chapeau, parce qu'il est passionné, il a dit aux parents, je ne vous demande rien, ce n'est pas votre faute. Les samedis, il se bat au moins les samedis en disant, les enfants volontaires pour rattraper, je dis rattraper, ces heures perdues de mathématiques, M. Michel Gacho. Parce que c'est 4 heures cruciaux que les enfants perdent en une semaine. Il se bat à rattraper ces heures. Il y en a plein de Charles Dikoum. Je crois qu'il faudrait qu'on les tire des chapeaux aujourd'hui. Mais la mi-temps est un danger, monsieur. On n'est pas préparé pour ça. Je voulais faire une virgule pour dire que ça, ce sera encore l'occasion pour les parents de choisir où iront leurs enfants. Parce que si un enfant peut avoir le programme complet au collège et il n'a pas le programme complet au lycée, autant mieux se poser des questions. Et j'ai l'impression que c'est encore une mesure pour encourager les parents à aller payer l'école dans les collèges, parce que ce sont nos gouvernants là qui sont les propriétaires des grands collèges dans les villes du Cameroun. Parce que... Mais même s'il faut le faire, c'est que le contenu de l'enseignement au Cameroun aujourd'hui, c'est là le problème fondamental. Je vous explique. La question de M. Michel Gacho est importante. On n'a pas modifié le programme, on a réduit les heures. Il y a un angle qu'on ne prend pas. Qu'est-ce qui se passe alors avec le système anglophone depuis tout ce temps? Parce que particulièrement, c'est des personnes qui avaient plus d'heures de cours que les francophones à la base. Dans les collèges et les lycées, c'est les personnes qui rentraient d'abord plus tard que les autres. Maintenant, ils font comment? Ils ne vont plus jamais finir un programme. Ils ne vont plus jamais finir le programme. Excusez-moi, je voudrais... Vraiment. Du Fipanga? C'est incroyable. Moi, je veux comprendre. Que disent les parents? Que disent les Camerounais? Les parents viennent de se rendre compte qu'on a procédé à la réduction des heures. On a coupé 1 heure par là, 2 heures par-ci. Les parents se rendent compte, tout comme vous là. C'est une gravité. Est-ce qu'il y a eu une assemblée, comme on dit souvent des saints, pour faire comprendre aux parents que voici l'harmonisation des programmes? Au-delà, moi je voudrais qu'on revienne rapidement sur la question de la crise anglophone aujourd'hui. Les nombreux déplacements, les déplacés internes qu'on a connus aujourd'hui, comment est-ce qu'ils s'adaptent bien évidemment dans les villes, dans les villages où ils se retrouvent? Comment est-ce qu'ils se retrouvent? Bon, je ne sais pas. Je demande des questions à ça. On nous a installés dans le règne de la débrouillardise. On se débrouille. On se bat. Mais est-ce qu'on peut faire ça au Corsinel? Le Corsinel là qu'on a à la présidence, ça se passe là-bas comme ça? C'est plein temps là-bas. C'est plein temps. C'est plein temps là-bas. Il y a même des professeurs qui viennent même avant l'heure pour commencer à faire. Ils attendent et ils sont peut-être dit par avant.
Donc, il est donc préférable de privilégier ces élèves-là de cet établissement parce qu'en réalité, ce sont les enfants de X qui y sont. Et nous, là, comme ça, on n'y va pas. Lors d'un concours d'entrée à l'ENAM, le directeur de l'ENAM allait prendre un candidat à sa voiture pour venir composer. Donc, et nous ne sommes pas... Oui, il a c'est deux candidats, c'est deux candidats. C'est vrai ça. Oui, avec son propre véhicule. C'est le Cameroun Dominique Ozon. Bon, nous vous écoutons. Non, je disais, on a tué l'école. Le problème ici, justement, c'est qu'il faudrait qu'on commence à faire des groupes. Par exemple, les enseignants, comme on ne les écoute pas, et il ne faudrait pas que leur voix soit confidentielle. Donc, que les syndicats, certains enseignants qui essayent de parler, avec le groupe de parents qui essayent de s'élever, puissent ensemble commencer à donner de la voix pour essayer de sauver l'école. Sinon, à l'allure où vont les choses, nous, dans 3-4 ans, nous n'aurons même plus de larmes pour pleurer. Donc, nos enfants, maintenant, on les met peut-être dans les écoles préparatoires, mais on va commencer à refuser nos diplômes partout. Parce que l'éducation sera au rabais de plus en plus. Oui. L'université vous a montré ici, on ne sait même pas, doctorat, PhD, professionnel et tout. D'abord, l'université qui vous forme en doctorat ne vous recrute pas. Et ainsi de suite. Bon, voilà dans quel système. Il faut changer. On balaye un escalier en commençant par le haut. Merci beaucoup, mon Bengan. On balaye un escalier en commençant par le haut. Les Camerounais connaissent-ils le haut qu'il faudrait balayer rapidement? Ont-ils les coudées nécessaires pour pouvoir balayer le haut et en faire justement un balayage systématique et repenser justement une configuration de l'éducation au Cameroun? Et nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qu'il en est effectivement des intellectuels camerounais, des hauts commis de l'État qui ont profité de l'éducation nationale, des bourses même dans ce pays. Pourquoi penser aujourd'hui tuer l'école pour les générations à venir? Qu'est-ce qu'il faut effectivement pour sauver l'école au Cameroun avec ce système de mi-temps? On en parle avec les réactions de nos téléspectateurs Karine Santia. L'handicap, en ce qui concerne les horaires hebdomadaires diminués et aussi le quota d'horaire des enseignants, colère très pertinente et justifiée, le gouvernement camerounais doit sérieusement se poser des questions sur l'objectivité des solutions apportées aux problèmes de l'éducation nationale en période de pandémie. Il est également urgent de questionner l'importance de la présence des caméras de surveillance dans les établissements en manque d'infrastructures, tables bancs, salles de classe, etc., de matériel, d'œuvre. Ce ministère, plus encore ce gouvernement, doit arrêter avec les solutions cosmétiques et nous apporter des solutions appropriées pour une jeunesse meilleure. C'est énervant ça, c'est incroyable. Sortez des églises par rapport à l'histoire du jour, sortez des églises et la Bible dit que l'église c'est toi, c'est ton corps, embellis ton corps et il sera le temple de Dieu. Et la parole dit, prophète, tu as reçu gratuitement, alors donne gratuitement. Serena Elsa. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8 dit, l'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas. Si cette femme croyait vraiment à la Bible, elle allait croire tout. C'est parce que les femmes doutent même de la respiration de leur mari. Apprenez à croire à vos maris. C'est tout. Voilà le secret de la longévité. Apprenez à croire. Arrêtez de donner des raisons qu'on doute de vous. Chaque fois que vous allez faire une comparaison à ma respiration, Dominique Audrey, une église va vous accueillir. Nous vous écoutons, Karine. Charles Amel et Dominique Audrey, arrêtez de nous faire rire, je vous en prie. Allons-y, Karine. Elle vous prend à crédit. Je sais qu'elle va pas mal. Les soi-disant hommes de Dieu, là, vraiment, nous ont eu. Comment encore les croire? Ma fille, enlevée dans une église, jusqu'aujourd'hui, le pasteur saisit. Il dit ne rien avoir avec et nous chasse comme des bêtes parce qu'il est soutenu par les autres hommes de Dieu, hommes d'affaires. Et les autorités judiciaires, il faut préciser. Les autorités judiciaires, autorités policières également, parce qu'ils ont des relations à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qu'on leur donne, mais peut-être un peu d'argent, beaucoup d'argent. Voilà. Ça paye, hein? On a l'histoire de cette femme justement qui, ici à Douala, le monsieur marche depuis un moment parce qu'il cherche par tous les voies et moyens de se faire entendre. Il construit sa maison. Le pasteur vient dans sa maison parce que la femme aurait amené le pasteur à la maison. On chasse l'homme de la maison, on détourne les enfants justement de l'attention du père. Le père est dehors et le pasteur vit dans sa maison avec son épouse. On a Douala au Cameroun. Il faut le savoir. La Bible n'a jamais interdit la polygamie.
C'est la religion qui interdit la polygamie. Parce qu'il y a de très grandes différences entre le christianisme et la religion. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que la polygamie est un péché. Lisez la Bible et oubliez ces dogmes de la religion. Ça veut dire qu'on a donné de l'onction à la polygamie aussi. Dans cette même Bible. Je suis d'accord. Si vous voulez fermer toutes les églises du Cameroun et ouvrons des sociétés pour éviter ce genre de débat. Ce que vous ne savez pas, c'est que le courant féminisme qui est en train d'être développé en ce moment-ci est prôné par certaines loges ésotériques. Donc je dirais aux femmes que éloignez-vous de cette affaire du concept de féminisme qui est en train d'être développé. C'est prôné par certaines loges ésotériques qui vous amènent vers des endroits. Et on aura le temps, une histoire s'y prêtera certainement, et on vous parlera de cette affaire. Ce courant. Vous avez à dire, M. Mbachou? Oui, on a des choses à dire du féminisme. Évoluons, Karim. Les messages. Women are easily convinced that's why they are fooled every day. Most Christians don't read and study their Bible. Read your Bible and pray, and you can be fooled. I'm not okay. I'm not okay. It's not normal. If you true. want, continue to read your Bible, but don't forget that you have your traditional rule. But, it's very important. Yes. What is the problem? Monsieur Michel, vous connaissez la prière des Bantous, les prières Bantous? I don't know. Ah d'accord. À vous causer l'anglais maintenant. Yes. Madame, quand tu vas commencer à donner 80 000 là, en ce moment, lui-même, il va t'envoûter. Et c'est tout le temps qu'il va te prendre de l'argent. Judith Angoncho. C'est vrai aussi que j'avais vu à une époque sur une autre télé, il y avait un monsieur, Benoît Bitton, oui. Il avait un programme qu'il présentait et ce jour-là, il expliquait comment dans les églises, ces personnes-là procèdent. Généralement, ils utilisent des huiles qui, lorsqu'on va vous toucher, vous allez entrer en transe. Oui, donc forcément, ce n'est pas que vous êtes possédé, mais c'est simplement parce que la personne au contact de vous a déjà un produit qui vous fait agir simplement comme ça. Donc il faut faire très attention. Mais quel est d'abord ce lavage de cerveau qu'on fait aux Camerounais? C'est-à-dire que les gens souffrent beaucoup. Mais c'est incroyable, oui, les gens souffrent. Les gens souffrent tellement qu'ils cherchent la solution. Est-ce que lorsqu'on va à l'église, il y a la solution à l'église? J'aime me poser la question. D'accord, on me dit, Michel Ngachou, tu étais servant de messe, tu étais ceci, tu étais cela, oui. Personne ne l'a dit. Mais à un moment donné, bah oui, on me le dit souvent. On me le dit souvent, je dis, ben, d'accord. On attend quand vous allons-y donc, depuis qu'on va à l'église là, je veux savoir, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Les gens vous diront, ils vous disent que la parole de Dieu les a libérés parce qu'ils ont souffert. La parole de Dieu les a enseignés comment est-ce qu'ils devaient vivre dans leur vie. Je faisais un voyage le week-end dernier avec quelqu'un qui m'a dit... Ils sont passés par beaucoup de difficultés. Je faisais un voyage le week-end dernier, quelqu'un qui m'a dit, vraiment ces gens m'ont entubé. Si j'étais rentré de là très vite, ils ont fait une chose, amener justement nos grandes mamans à aller chercher les meilleurs régimes de plantains dans les plantations, viennent leur donner le meilleur macabo en leur disant c'est le peuple des Lévitiques. Mais je vous en prie, il y a beaucoup de Michel, voilà. Ça a commencé à l'époque où lorsque les parents allaient dans les plantations, ils allaient à la chasse, ils allaient à la pêche. Le plus gros poisson était pour le prêtre. Incroyable. Le plus gros régime était pour le prêtre. Les plus gros gibiers étaient réservés aux prêtres. Aujourd'hui, on évolue, c'est la continuité avec les armes de dissuasion massive. Les grandes armes de dissuasion massive, c'est M. Michel Ngachou, l'Église. L'Église où les pasteurs ont des messages assez clairs. Enseignez-leur un type de message. Vous voulez qu'on vous laisse faire votre business, messieurs, aidez-nous à gérer. Enseignez-leur que laissez les gens de Dieu, des hommes du pouvoir, au pouvoir. Dieu seul sait. Le temps de Dieu est le temps de Dieu. La preuve, vous avez vu un ministre de cette République le répéter quelque part. Vous avez les barres. Laissez les barres, un maximum de barres prospérer. Un peuple sourd est un peuple qui ne réfléchit pas. C'est un peuple qui ne pense pas. Aujourd'hui, vous pouvez demander aux Camerounais d'arrêter de boire. Monsieur Michel, c'est ça les armes. Arrêtez de boire. C'est ça les armes de dissuasion massive qu'on utilise. Allez boire. En plus de l'église, vous avez le sport. Regardez tout ce qu'on met tout autour du sport, tout ce qu'on met tout autour du sexe. Monsieur Michel Ngachou, il y a des corollaires. Pour chaque arme, il y a des corollaires. Aujourd'hui, vous voyez une femme, elle cogne son pied, s'arrête en pleine route. Seigneur, j'exorcise cet endroit. Que là où j'ai cogné mon pied, oh, qu'elle ne regardait même pas.
Merci beaucoup. Le message qui arrive. On a des fous dans cette République. La délivrance Je vous en prie. impayable, c'est Je du vous en maraboutage et la sorcellerie. Et beaucoup de personnes qu'on appelle pasteurs, prophètes, sont des petits marabouts manipulateurs. J'ai un prophète qui a pris ma femme, soit disant que nous ne sommes pas compatibles pour se marier. Ça se voit qu'il avait un regard sur ma femme. Emmanuel Marc. Asia. Ouais. For me, Elle avait l'esprit. Ici, là, s'il vous plaît, l'esprit de la séduction. n'accusez pas seulement les pasteurs des églises Vos de femmes l'évêque. aussi. Vous avez des pasteurs des autres églises Non. dites conventionnelles qui sont passés désormais maîtres dans l'action d'arracher les femmes des gens. Je vous le dis ici, à quoi on peut vous en citer. Les autres églises conventionnelles À quoi? sont On dangereuses. a reçu une histoire Vous pareille avez, ici, oui, hein. je dis des églises conventionnelles. Celles qui ne réveillent pas les gens. moi-même vous en- celles qui ne réveillent pas les gens. Oui, vous avez des femmes qui arrivent, les femmes mariées qui arrivent là-bas tous les dimanches. Elle sort de chez elle quand elle prépare le samedi dimanche. Elle va d'abord nourrir le pasteur. Donc, on connaît comment ça se passe. Très Il bien. faudrait que ces choses, les maris soient beaucoup plus regardants sur les différentes assiettes, entrer dans les cuisines et compter les kumbos. Si dimanche un kumbo disparaît, après, vous savez Arrêtez la comédie, je vous en prie. Soyons très sérieux. Je vous en Monsieur prie. Michel Ngacho, vous savez, le jour que votre femme va inviter, le jour, je suis hyper sérieux, le jour que votre Vous comptez maintenant la votre nourriture. femme va inviter un homme de Dieu à votre table. Soyez Ce jour-là, ce sera le jour de leur mariage. Je vous l'assure, monsieur Michel. Donc ne permettez pas que ça continue. Ça commence. C'est un Nous, on a poste. été victimes. On ne veut pas ça. le message est en passant For me, à la she pub. needs to pray with faith, believe in God and not in your pastor. Because many Christians honor their pastor than God. Leslie Mbunda qui nous a écrit ce message. L'occidental est venu en Afrique et nous a donné la Bible pour nous distraire pendant qu'il volait nos biens. Non, Ok. c'est nous. C'est la règle de Patrice Ngakwa l'hospitalité. a écrit, ils sont venus, fusil, Bible en main et fusil sous le bras. Hein? Non, nous sommes En fait, ça c'est l'interprétation. Mais c'est qui tu la fixes, c'est son sur l'hospitalité, c'est ça. Nous sommes Mais un peu- voilà les Non, Libanais, vous n'arrivez voilà pas les Libanais qui arrivent déjà. Vous le faites comment? Si, on l'a détecté. Voilà Il y en les a Libanais même qui arrivent bientôt. Vous faites comment? On a engagé même des procédures. Il y en a qui sont en train de Maman, gagner les le terrain. Libanais arrivent. On va arracher Monsieur vos Michel Ngacho, aujourd'hui vous Non, ça la vous maison. célébrez le Kaaba. Permettez. Bon, la parole. Bon, finissez. Les Libanais arrivent, nous devons les accueillir. Parce que le Liban, comme la République centrafricaine qu'on appelait Ubangi Chari, l'Organisation des Nations Unies a décidé que ce seraient des territoires de non-État. Ils sont là, vous parlez du Liban, le Liban ne sera jamais un État tant que l'ONU existe. Très bien. Tout comme la République centrafricaine et la Palestine. Ça, c'est une décision et on ne vous le dira jamais. Maintenant, le Liban, parce qu'on nous a paupérisés, et nos enfants, vos filles vont se jeter dans leurs bras, oubliant un certain nombre de choses. Mais bon, peut-être on en parlera un jour. On reviendra, assurément. Merci à vous, mesdames et messieurs. De garder le bon tempo en nous regardant sur Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith. Allons saluer ce matin Constilamine. Sur le plateau B, avec le concept Salaka. Constilamine, bonjour. Vous nous revenez avec le collecteur de posture ce matin. Bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka et à ces clients. Je ne cesserai de leur dire merci beaucoup parce que nous sommes en train ensemble de préparer les 20 ans de carrière de Consti Lamine qui auront lieu le 4 décembre 2020 du côté bien sûr de Douala-Bercy. Et à l'occasion de la célébration de mes 20 ans de carrière ce jour-là, il y aura une grande vente promotionnelle à l'intérieur de Douala-Bercy sur tous les articles vendus par le concept Salaka, dont je demande à ceux qui vont faire le déplacement de bien se préparer parce que ce jour-là, vous aurez la possibilité de faire des achats dans de très très bonnes conditions du côté bien sûr de Douala-Bercy. Et parmi bien sûr les articles qui seront en pleine promotion, une superbe promotion, une grande promotion pour célébrer les 20 ans de carrière de Consti Lamine. Vous aurez parmi les articles, vous aurez le correcteur de posture, le correcteur des postas. Parce que j'aimerais voir
tous ceux qui viendront à l'événement repartir avec un article vendu par le concept Salaka du côté bien sûr de Douala-Bercy le 4 décembre 2020 à 19 h. Alors déjà pour l'instant, nous allons tout de suite continuer la vente promotionnelle du côté du magasin 1001 tapis avec le correcteur de posture. Regardez comment il se présente, c'est une véritable jaquette médicale. Ce correcteur de posture, on n'a pas besoin bien entendu de se casser la tête quand on a mal au dos. La solution se trouve sur le correcteur de posture. Il y a bat for your dos, il y a bat for your neck, il y a bat for your épaule. Just take corrector de posture. Come from magazine 1001 tapis because for that magazine you get corrector de posture. Corrector de posture na son fine jacket médical way any man must get them. Même ceux qui n'ont pas mal au dos, même ceux qui n'ont pas mal aux épaules, même ceux qui n'ont pas mal au cou doivent avoir le correcteur de posture parce qu'il permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Le correcteur de posture permet également de redresser votre dos. Il a plusieurs avantages, chers téléspectateurs, et il est en vente au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Et bien sûr, parlant du prix, le prix de promotion est de 10 000 francs. Mais depuis pratiquement quelques mois, nous sommes toujours en double réduction et la double réduction continue bel et bien au magasin 1001 tapis à l'occasion de la célébration des 20 ans de carrière de Consti Lamine. Vous avez le correcteur de posture à 9 500 francs. Quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur, vous l'avez à 9 500 francs. Votre correcteur de posture. Oh là 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 là. Est-ce qu'on doit encore dire aïe, j'ai mal au dos, aïe, j'ai mal aux épaules, aïe, j'ai mal au cou? Non, tout ceci ne sera qu'un triste souvenir avec le correcteur de posture qui viendra éliminer les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau du cou, les douleurs au niveau des épaules, qui viendra même redresser votre dos. Chers téléspectateurs, vous l'avez à 9 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Alors ceux qui ont besoin d'être livrés, qui ne sont pas à Douala, vous appellerez directement le concept Salaka au numéro de téléphone qui sont au bas de l'écran et passez votre commande, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays. Le concept Salaka livre dans tout le Cameroun. Alors comment utilise-t-on le correcteur de posture? On le porte comme une jaquette. Ne pas dormir avec le correcteur de posture. On peut faire le sport avec le correcteur de posture. On peut aller au champ avec le correcteur de posture. On peut courir avec le correcteur de posture. On peut conduire même avec le correcteur de posture. Alors, chers téléspectateurs, ne l'oubliez surtout pas. Ne dormez jamais avec le correcteur de posture. Chacun devrait l'avoir, chers téléspectateurs. Merci beaucoup et n'oubliez pas le rendez-vous de la présentation, une fois de plus, du correcteur de posture. C'est le 4 décembre 2020 à Douala-Bercy, à l'occasion des 20 ans de carrière de Consti Lamine. Nous vous remercions, Consti Lamine, d'être passé par là ce matin. Et merci pour toute cette communication également faite à l'endroit, bien évidemment, de nos millions de téléspectateurs. L'Afrique centrale est le ténèbre des démocraties. D'ailleurs, c'est une déclaration propre à Achille Mbembe aujourd'hui, historien, politologue et philosophe. Le grand essayiste camerounais Achille Mbembe a publié Brutalisme aux éditions La Découverte et de l'Afrique du Sud, d'ailleurs, où il est enseignant. Il a expliqué son ouvrage dans un entretien qu'il a livré à nos confrères de Radio France Internationale. Achille Mbembe pense et déclare justement que l'Afrique centrale est le pays des ténèbres de la démocratie. Allez bien sûr vous arracher le brutalisme pour savoir exactement sur quoi fondent-ils ces propos aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous garder justement dans vos cœurs. Nous rassurons et nous saluons toutes ces femmes qui au marché Bambou se rassemblent tous les matins pour nous regarder. Bien des choses à vous là-bas. Nous saluons également les Camerounais qui sont dans leur maison, quel que soit l'endroit. Ils sont à l'extrême nord du Cameroun. Ils se regroupent chaque matin pour nous regarder, comprendre bien sûr le Cameroun. Ils sont également à Ndjombe ici, en Bankim également. Voilà, ça c'est dans la Damawa. Dans la Damawa, effectivement. On va également saluer ceux qui sont dans le Noun, nous regardent tous les matins et tentent effectivement de comprendre à leur façon le Cameroun. Il y en a qui, même dans l'extrême nord du Cameroun, ont pu avoir nos contacts téléphoniques et nous envoient des exactions de Boko Haram là-bas. Et on vous rassure, merci, on reçoit vos images au quotidien et on prend toujours la peine, une fois les images reçues,
On va recouper l'information, on va critiquer les sources d'information afin de pouvoir les mettre à disposition pour le grand public camerounais. N'oubliez pas ceux de Gary Gombo. Gary Gombo, qui nous regarde tous les jours. La Centrafrique là-bas, voilà. C'est le Cameroun toujours, mais il y a une très forte communauté là-bas. Il y a même à Ambam, dans le sud Cameroun aujourd'hui, à Campo également. Merci à vous. Vous le savez, vous êtes le peuple et nous sommes la chaîne. Nous continuerons à faire le travail qui est le vôtre. Nous continuerons à tenir le langage que vous voulez savoir. Nous sommes là pour vous servir. Et parlons de service, Karine Santia. Vous avez fait le tour de la toile pour nous et les sujets ont retenu votre attention. J'aimerais commencer d'abord par ce communiqué radio du préfet du département d'Undé qui porte à la connaissance du public un groupe de bandits spécialisés dans l'enlèvement des élèves, notamment ceux de la maternelle, rôdent depuis quelques jours autour des établissements de la ville de Banganté. Leur stratagème consiste à se présenter auprès des enseignants à bord des motos en leur laissant croire que le parent de l'élève X, dûment bien ciblé jusqu'au nom, les a payés à l'effet de venir récupérer l'enfant à la sortie des classes. Et le préfet invite les parents d'élèves, les responsables des établissements et les enseignants de la maternelle à faire preuve de vigilance pour éviter de tomber dans les traquenards de ces hors-la-loi. Et c'est une situation qui nous pousse à nous poser beaucoup de questions quant à la disparition des enfants aujourd'hui qui se fait très vive sur Internet. Vous voyez, chaque jour, il y a au moins 4 publications sur lesquelles vous allez tomber qui annoncent la disparition des enfants. Et c'est une sortie justement du préfet du département d'Undé aujourd'hui. Mais ça n'interpelle pas seulement ceux d'Undé. Oui. Tous les départements du Cameroun devaient être en alerte par rapport à cette situation. Et nous le décrions d'ailleurs à l'instant avec la question, le système des mi-temps. Est-ce qu'on ne se sert pas justement de ce système des mi-temps pour pouvoir voler les enfants aujourd'hui? Ou d'ailleurs l'interpellation du préfet Dominique Audrey. Oui, justement, c'est un des dégâts collatéraux de, de cette nouvelle forme d'éducation-là. Mais maintenant, on devrait interroger à travers l'interpellation du préfet la construction de nos écoles. Comment sont bâties nos écoles? Quelles sont les mesures sécuritaires aux alentours de nos écoles? Parce que vous savez qu'il y a plein d'écoles qui n'ont pas de barrières. À Lagdo, par exemple, là-bas, il n'y a pas de mesures de sécurité. Vraiment, c'est à peine si vous allez voir même une bâtisse en bonne et due forme. Donc, les gens peuvent entrer aisément et faire ce qu'ils ont à faire, faire du mal aux élèves et partir sans que personne ne soit inquiété. Donc, la question des barrières, de la sécurité, des barricades autour des écoles et maintenant le contrôle à Yaoundé. Il y a certaines écoles où pour prendre un enfant, vous devez ramener une carte. La carte de l'élève, en fait. Oui, la carte de l'élève. Et on doit identifier les parents de ces élèves-là. Tout à fait. Voilà, donc il faudrait peut-être qu'on revienne à ça rapidement. Ça suffit pas. Qu'on revienne à ça rapidement. Les parents, les personnes qui peuvent venir prendre l'enfant doivent pouvoir être identifiées. Donc je veux dire qu'à l'inscription, on peut déclarer le père et la mère ou bien le père et le frère qui viendront prendre l'enfant, auquel cas l'enfant ne bouge pas. Je crois qu'avec ces mesures-là et dans une école fermée, on n'aura plus, du moins, on va réduire considérablement le risque d'enlèvement d'enfants. Et vraiment, c'est à saluer qu'il y ait une réaction aussi prompte de cette autorité-là. Il faudrait que les autres emboîtent le pas, qu'on aille plus rapidement. Il faudrait que les autres emboîtent le pas, vous le dites très bien Dominique Audrey. Bon, Bengan, vous vous arrêtez également sur ce communiqué du préfet du département d'Undé aujourd'hui. On se plaint tout le temps des enfants qui sont perdus, on va le dire ainsi. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer que des gens se fassent passer pour des parents d'élèves, aller chercher des enfants dans les établissements pour en faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une autorité administrative qui parle. Je le renvoie aux propos d'un ancien colonel, d'un colonel à la retraite. Il avait d'ailleurs été commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, Bobo Ousmanou. Il a fait des publications dans des journaux où il interpellait les autorités administratives à donner un contenu beaucoup plus sérieux à leur CCO, leur comité de coordination des opérations. C'est comme ça qu'ils les appellent. Parce que l'insécurité gagne du terrain. Venant d'un officier supérieur de la gendarmerie qui fait partie de ce que nous appelons force de maintien de l'ordre, ça veut dire qu'il doit avoir une police préventive. Le tout n'est pas d'arrêter les marches de MRC, de tout, ou bien de vivre en disant que oui, Nietzsche veut troubler l'ordre public, tel. C'est maintenant justement que les forces de maintien de l'ordre devraient nous montrer
leur implication, parce que le métier qu'ils ont choisi de faire est un métier noble. Quand à 18 ans, il vous est interdit le droit de vote, donc vous ne pouvez pas choisir les gens qui vous dirigent, mais vous avez dit que vous pouvez mourir pour protéger la patrie. Il faudrait donc que l'autorité administrative qui peut la mobiliser leur donne les moyens de leur politique. Donc, cette autorité administrative qui s'est exprimée devrait également avoir en urgence une réunion avec les chefs d'établissement de sa localité, comme dans toutes les localités du Cameroun. Avec les forces de maintien de l'ordre. Pour une réelle sensibilisation. Ils ont les CCO. Beaucoup ont au moins comme ça 3 ou 4 types de réunions de formation de sécurité. En principe, tous les lundis, toutes ces unités-là tiennent des réunions de sécurité. Bon, mais sécurité pour dire quoi? Pour dire que Nité risque de marcher, Boamassok ou bien le MRC. Mais justement, c'est la protection des personnes et de leurs biens. Voilà un cas qui les interpelle là. Nous disons, nous sommes dans la République. Et dans la République, le citoyen doit se mouvoir. Et maintenant, là-bas, vous ne pouvez pas envoyer l'enfant à l'école au nord-ouest, sud-ouest, on va couper les têtes. Ici, il n'y a pas de guerre. Et je le disais également ici, les microbes, on cultive les microbes. Et ce phénomène va grandissant. Il faudrait donc que le gouvernement prenne des mesures aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle la police préventive. Quel est le modus operandi de ces bandits? Le préfet en a relevé, il l'a tout à l'heure, donc on vient tromper la vigilance des chefs d'établissement. Mais quand on les prend, on les met où? Après, on va vous dire, on a arrêté quelqu'un avec un congélateur, des organes humains, de ceci, de cela. On en fait quoi? Voilà les enquêtes qu'on ouvre, on ne referme jamais. En tout cas, donc c'est encore elles, les autorités administratives, qui peuvent mobiliser la force publique, qui détiennent la solution. En tout cas, nous interpellons les parents qui nous regardent ce matin. Pour vos parents, pour vous qui êtes devant votre petit écran, pour vous qui êtes devant votre smartphone, nous vous prions humblement, restez vigilants quant aux heures de sortie des cours de vos enfants. Oui, et à côté, Michel, oui, Dominique. Que les Camerounais, ceux qui sont sur Facebook, relaient au maximum les avis de recherche des enfants au maximum. Je crois que de ce côté-là aussi, on peut faire quelque chose. Oui, c'est également une solution. Voilà. Et là, le président de la Cour suprême nous a interdit la justice privée, ce que nous appelons justice populaire. Vous arrêtez quelqu'un qui a pris votre enfant, là, vous faites comment? Vous l'amenez justement à la police. D'accord. Alors, avant que Charlamel s'exprime sur la question, nous continuons bien sûr à vous interpeller. Vous aussi, Camerounais, vous aussi qui nous regardez ce matin, vous, maman, qui certainement regardez l'émission avec votre marmite au feu, soyez vigilants parce qu'il y a l'enfant à l'école. Et après, justement, ce moment, courez rapidement. Restez devant le portail, attendre vos enfants sortir. Et au besoin, si vous n'avez pas assez de temps, déterminez, choisissez quelqu'un de confiance qui ira prendre votre enfant à l'établissement. Encore là, qu'il faudrait que celui-ci soit identifié au sein de l'établissement, parce que nous on le fait. Oui. Une nounou va chercher les enfants et la nounou est identifiée bien sûr à l'école. C'est très important. Charles Mbachou, c'est quand même une question qui vous interpelle vous aussi en tant que chef de famille et papa de surcroît. Monsieur Michel Ngachou, à l'école annexe de Ngaoundéré, je prends cet exemple, à l'école annexe de Ngaoundéré, les cours, les sorties des enfants étaient séquencées de 5 minutes. L'école maternelle sortait à 11h45. Lorsque vous sortez de l'école maternelle, c'est-à-dire de vos classes, c'est direction le portail. À 12h00, c'était le CIL. Après les CIL, c'était 12h05. Je dis bien cadencé, ce n'était pas tout l'établissement qui sortait en vrac. On cadençait de 5 minutes pour éviter. Donc vous savez que votre enfant sort à 12h10. À 12h10, 12h15, vous devez être au portail pour récupérer votre enfant. C'est le premier point. On est dans le système des raccourcis, monsieur Michel Ngachou. Comment voulez-vous, je prends un exemple, où vous voyez des individus qui vont s'aligner devant une banque pour aller percevoir de l'argent, ne pas se faire agresser. Passez tous les matins, vous allez voir les fonctionnaires alignés comme des trucs. Ils sont 10. Maintenant, ils non, ils sont 20. Le bandit, c'est que vous venez prendre l'argent. On va à la banque pour des tours. Le bandit, c'est que vous venez prendre. Le temps de prendre de l'argent, il faut chercher l'enfant à l'école. Vous faites comment? Le temps d'entrer avec tous ces différents rangs, il y a quelqu'un qui est assis parmi vous qui est un espion.
Quand vous arrivez, vous remplissez que vous voulez prendre 1 million, ils ont des petits autocollants. Ils collent le blanc sur votre... Donc vous ne vous rendez pas compte. Ils collent, c'est l'indice pour savoir que ce gars vient de prendre de l'argent. On vous suit depuis l'extérieur. Je sors de là pour dire, monsieur Michel Gatchou, à notre époque, nos mamans venaient nous chercher à l'école. Nos mamans étaient là à temps et à l'heure. Nous avons des jeunes filles fatiguées, des jeunes filles avec les jambolos qui pèsent des tonnes. Vous avez aujourd'hui des femmes qui font confiance aux Bensekina et ont le courage de le dire. Qu'est-ce qui dépasse une femme d'aller chercher son enfant? Son enfant, monsieur Michel Gatchou, à l'école. Quelle est l'administration qui va refuser à une femme à l'heure de la pause d'aller chercher son enfant? Elle contrôle la mère de l'enfant. Elle contrôle le mari, monsieur Michel Gatchou. Voilà ce vers quoi elle passe. Elles n'ont pas de temps. Même votre voisin, ce n'est pas permis parce que vous pouvez arriver à l'école. Vous trouvez que l'enfant a été gratté, vous pouvez intervenir sur certaines situations. Beaucoup d'enfants rentrent, ils oublient les gourdes, les pics, les stylos, les trucs dans les sacs. La maman découvre, tu as oublié, tu ramènes l'enfant, où est ton sac? J'ai seulement porté l'enfant dehors. Vous voyez des situations qu'on ne parvient pas à gérer. Et c'est là où les femmes subissent des violences, qu'elles soient verbales, en tout cas, qu'elles soient... Elle vous regarde ce matin, Chalamel. Elle vous regarde ce matin. Je finis en disant, je vais tirer un coup de chapeau au préfet Dundé, parce qu'il a fait une chose... Je pense que les autres l'ont fait. Il a identifié tous les étrangers arrondissement par arrondissement. Voilà. Lorsqu'il a entendu qu'il y avait invasion des gars d'Amazonie, des gars qui descendaient pour se préparer à faire des kidnappings. Non, l'Amazonie n'existe pas. Il faut permettez-moi d'apprendre l'expression que les gens vont comprendre au quartier. C'est pour le quartier. Donc il a fait l'identification. On a commencé par Bantoum. Après Bantoum, on est monté Bassamba. On a fait tous les villages. Si un chef, un étranger entre, que le préfet n'est pas informé, vous aurez des problèmes. Parce qu'il doit connaître les étrangers. Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus calme. Même des tentatives, les histoires d'insécurité, d'agression qu'il y avait, ça, au moins, on lui tire un coup de chapeau par rapport à cela. J'estime qu'il devrait mettre la chicotte sur les mamans, qu'elles sortent des maisons. C'est des femmes qui regardent les nouvelles là. Qu'elles sortent des maisons pour aller chercher les enfants. Merci beaucoup, Chalamel. Et Karine, quand même, ça ne peut pas être d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec Chalamel? Avec Chalamel, ouais. Il faut fesser les mamans, il faut mettre les enfants à la maison, vous devez aller chercher vos enfants. Il faut qu'il y ait une pression sur les parents quand même. Justement, il y a les femmes qui préfèrent traverser 5 km pour aller inscrire l'enfant de l'autre côté parce que là-bas, au moins, on a la sensation que c'est l'école des bobos. Oui, et pourtant, il y a des écoles au quartier qui donnent la même éducation. C'est aussi une manière pour moi d'interpeller ces femmes-là. Parce qu'elles le font toutes et après, elles viennent se plaindre que je n'ai pas vu je n'ai pas vu telle personne. Alors que c'est elle le problème. Vous traversez. Il y a des femmes qui, elles sortent le matin, elles se placent au goudron, elles attendent que le véhicule vienne porter l'enfant. On vient porter l'enfant. Le soir, elles sortent encore, elles attendent au goudron que le véhicule vienne laisser l'enfant. Quand on oublie l'enfant à l'école, elle fait comment? Toute la question. Parce que le bus tombe en panne, elles font comment? Parce qu'il ne faut pas que les gens fassent comme si c'est les autres qui devraient faire le travail. Votre travail, c'est quoi? Veillez à la sécurité de votre enfant. Ok. Maintenant, vous avez pris quelle disposition pour ne pas avoir à vous tracasser à chaque fois? Est-ce que l'enfant fréquente loin? Ok, vous prenez sur vous d'aller le chercher tous les jours. Maintenant, si vous ne voulez pas avoir à trop souffrir quand vous voulez chercher l'enfant, vous le mettez dans une école à côté de la maison. De temps en temps, vous allez le retirer à l'école lorsqu'il sort de l'école. Je ne sais pas pourquoi les gens partent toujours à des kilomètres pour laisser les enfants. Et après, on vient dire que, justement parce que les tenues des enfants qui sont souvent très longues, sont très jolies, on enfile, on repasse, on met les plis et ça fait le matu vu. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que les mamans vous ont compris ce matin? Elles ont compris. Elles ont compris. Merci les mamans. Merci les mamans. Allez chercher les enfants à midi. Veillez sur les enfants, c'est important. Veillez sur les enfants. Veillez sur la progéniture. Mais les papas aussi devaient être un peu plus incisifs. Hein? Non, on va seulement nous accuser. Il y a une journée internationale de violence faite aux femmes. Je pense que c'est la journée. C'était hier. C'était hier. Et vous n'avez rien. Condamnez-nous. Oui, mais nous, on fait qu'on connaît parce que nous, on va vous tuer avec le bavardage à la maison. Donc nous espérons beaucoup d'hommes. On va passer à autre chose. Monsieur Michel, beaucoup d'hommes prennent le téléphone. Allô, il est rentré, il est à la maison. Oui, ok, tout à l'heure, il raccroche. Ça, c'est le devoir de l'homme. Mais la femme, elle. Donc, vous savez qu'il y a des femmes qui s'endorment parfois. Ça va. Elles dorment jusqu'à oublier leur. Il faut qu'on dise. Je vous en prie.
Karine, vous avez le Et le sujet réveil pour qui nous. ne réveille même pas. La revue de la réseau social, Karine Santia. Oui, on s'intéresse à Diego Armando Maradona Franco, la légende du football, qui est décédé hier en matinée des suites d'un arrêt respiratoire à l'âge de 60 ans. La star du ballon rond souffrait depuis quelques années déjà et il y a quelques jours, il a été opéré du cerveau en urgence. Malgré sa vie privée pas très stable, Diego Armando Maradona rend l'âme alors qu'il reprenait du poil de la bête comme entraîneur du Gimnasia de Plata dans son pays d'origine. Il est né le 30 octobre 1960 à Lana, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, à Lanas, en Argentine. Diego va tour à tour en exercer à Argentino Junior entre 1976 et 1981. Il faut dire qu'à 25 ans seulement, Diego discute la deuxième Coupe du Monde comme capitaine de l'équipe d'Argentine. Il va inscrire au quart de finale face à l'Angleterre l'un des plus beaux buts de l'histoire du football et il va partir de son camp, passer en revue toute la défense anglaise avant de tromper le gardien. Et plus tôt, il avait inscrit un autre but à travers la main qui a été déclaré comme le but. Voilà, ce but-là, voilà, c'est comme la main de Dieu. La main de Dieu. Voilà, je me retrouve dans mes papiers. Voilà. Diego Armando Maradona, bien sûr, selon le journal L'équipe, le journal français, bien sûr, l'équipe qui a titré à sa une très tard hier soir. Dieu est mort, le dieu du football, s'en est allé à 60 ans, effectivement, d'un arrêt cardiaque. Diego Armando Maradona, que nous, très jeunes, nous avions connu avec la Coupe du Monde 1990, Bon Bengan. Avant de passer la parole à Constille Lamine, vous nous faites quand même un petit détour dans le passé. Vous l'avez connu, vous? Oui, Armando? très bien, oui. Et bien, moi, c'est la chose qui m'a... Très bien, j'étais... Non, il avait eu une entorse quand il jouait en Espagne, notamment, je pense que c'était en 82. Il a refusé de se faire soigner dans les hôpitaux. Il dit, je vais au village. Parce que c'est pour une entorse au niveau de... Il est rentré au village. Ouais. On lui a dit, bon, si vous ne voulez pas en payer cher, il a dit, d'accord. À l'époque, je pense qu'il avait un contrat, le contrat le plus gros, 4 milliards de francs. Il est retiré. Et on lui a donné 6 semaines, dans un mois et demi. Il est revenu très peu. C'est pour dire comment la médecine traditionnelle. Même le jeune Neymar a eu la même. Il y a un fait qui est relevé depuis hier parce que dans son pays, en Argentine, on a décrété 3 jours de deuil national. Et on regarde la légende qu'il était pour le football mondial. Mais lorsque vous faites la relation, vous établissez la relation avec l'État du Cameroun, vous vous rendez très bien compte que toutes les icônes qui décèdent sont rattachées à leurs origines sociologiques. Ou on vous donne des médailles aussi. Non, peut-être, ils étaient deux, le match d'ouverture de 90, les deux capitaines viennent de partir presque au même moment. Tato Stéphane et lui. Tato Stéphane a été inhumé à Yaoundé avec l'hommage, là, bénéficié des hommages de la République. Et d'abord, son décès a suscité le fait qu'on ait pensé au cadeau qu'un ministre avait failli détourner. À l'époque, oui, parce que ça, mais bon, le football fait rêver de tout, c'est bien d'avoir des gens comme ça. Si nous aussi, on avait les Tokoto Jean-Pierre, vous ne l'avez pas connu, Mbappé Lépé, vous ne l'avez pas connu, mais vous avez connu Mila, Eto'o et les autres, voilà. Mais il fallait quand même qu'on ait des stars ici. Bon. En tout cas, en attendant, nous allons saluer Albert Roger Mila, qui lui aussi hier a fait savoir son soutien à tous les Argentins et a exprimé sur sa page Facebook également, voilà, ses condoléances à l'endroit du disparu et à la famille de ceux qui ont connu Diego Armando Maradona, dont nous aussi au Cameroun, nous en profitons pour adresser un soutien non seulement au monde du football, mais à tous les Argentins qui, quel que soit l'endroit, nous regarderaient ce matin. Constille Lamine, vous nous retrouvez à nouveau et cette fois-ci, vous avez encore un produit pour nous? Nous parlons du IRLISAP. Très bien. Ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui.
Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Constille Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Gatchou, une fois de plus, bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui ont choisi cette émission comme véritable plateforme commerciale. Alors à ces téléspectateurs-là, je le rappelle que pendant, tout au long de ma communication, il serait question de présenter une fois de plus ce minuscule appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Oui, regardez comment il se présente, il s'appelle le Earlys Up, encore appelé appareil pour nettoyer oreilles. L'école c'est appareil faut nettoyer oreille. Babele mona appareil nyena nettoyer ma touille. Donc mototenye singalemba tatan angambene Earlys Up omboa. Et banjana le cibola n'est pas coton tige. Le cibola n'est pas bûchette d'allumette. Le cibola n'est pas brandy de balai. Donc mototenye singalemba tatan ayende au magasin 1001 tapis en des mines appareil. Babele mona appareil faut nettoyer oreille. Oui. Regardez comment ça s'utilise. Une fois que vous avez fixé cet élément, vous le mettez à l'intérieur de votre oreille. On n'a pas besoin de le connecter au courant électrique. Il suffit tout simplement de mettre une pile à l'intérieur de l'appareil. Vous l'allumez et vous le mettez à l'intérieur de votre oreille. Vous le nettoyez au fur et à mesure pendant quelques secondes. Il va aspirer la saleté qui est à l'intérieur de votre oreille. Il est important de nettoyer de temps en temps les oreilles. C'est important. Les médecins le conseillent. Il est important de nettoyer régulièrement les oreilles. Mais alors, avec quoi devrait-on nettoyer les oreilles aujourd'hui? C'est avec un appareil et pas n'importe lequel, le Earlys Up. Un appareil qui permet de nettoyer délicatement vos oreilles, que ce soit pour les bébés, que ce soit pour les adolescents, les personnes du 3e âge, que ce soit même pour les adultes. Chacun devrait avoir un appareil pour nettoyer les oreilles. C'est un appareil de qualité, un appareil facile à entretenir, un appareil facile à utiliser. Chacun peut l'utiliser, bien entendu. Alors, nous allons donc tout de suite rappeler les prix de cet appareil qui se présente à l'intérieur de ce carton. Et dans ce carton, vous avez bien entendu un coffret dans lequel il y a 4 accessoires. Donc, le Earlys Up coûte normalement 9 000 francs. Le prix de promotion est de 7 500 francs. Mais dans le cadre de la célébration des 20 ans de carrière de Constille Lamine, j'ai encore décidé de prolonger la double réduction qui a commencé depuis plusieurs mois. Alors vous avez le Earlys Up à 7 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous le vendons avec garantie. Nous le vendons avec toutes les explications. Nous le vendons avec sa notice. Chers téléspectateurs, plus besoin d'utiliser les cotons-tiges, les brindilles de balai. Chacun devrait y avoir cet appareil. Ça s'appelle le Earlys Up. Il est important de nettoyer de temps en temps les oreilles. J'attire l'attention des parents qui nous regardent en ce moment. Vos enfants sont à l'école. Les enfants ont du mal parfois à entendre et même à comprendre les leçons à l'école parce qu'ils ont les oreilles qui sont bouchées, les oreilles qui sont sales et ils se trouvent parfois obligés d'utiliser les stylos pour mettre à l'intérieur des oreilles. Alors évitez cela. Achetez à vos enfants le Earlys Up qui est vendu à 1001 tapis à 7 000 francs avec tous les accessoires. Merci beaucoup et rendez-vous au magasin 1001 tapis. Merci beaucoup à vous, Constille Lamine. Merci également à vous, Monsieur Mbatchou, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey et Karine Santia. Nous prenons rendez-vous à vous, Madame, Monsieur, demain, lorsqu'il sera 10 h sur notre antenne. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez jamais que le Cameroun nous appartient et ensemble, on doit le reconstruire.